Jeune Jean de la terminale, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, donc super. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons un peu brasser la thématique portant sur les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. C'est bon. Mais avant cela également, nous allons Oui, un peu faire un bref récapitulatif sur ce que c'est que oui. le système nerveux, l'encéphale, la moelle épinière, la coordination. Donc, tu vois. Donc, avant que l'on s'appesantisse maintenant par rapport à la leçon, afin que l'on puisse traiter les exercices. En d'autres termes, cela vous permettait de pouvoir mieux prendre, apprendre et comprendre la leçon. C'est bon. Maintenant, sans plus tarder, nous allons faire un bref récapitulatif. Voilà. Jeunes gens en classe, vous avez fait le système nerveux. C'est pas par hasard. Donc là, je le réécris. Le système nerveux. C'est pas par hasard. Parce qu'on va se rendre compte, en réalité, l'ensemble des fonctions de notre organisme, en réalité, sont gérées. Leur coordination, en réalité, donc, se fait par le biais du système nerveux. C'est bon, jusque-là. En d'autres termes, dans la mesure où vous allez parler après de la fonction de reproduction, donc de la fonction de la glycémie. Donc tout cela également, on va se rendre compte que cela fait intervenir indéniablement, indiscutablement le système nerveux. C'est bon. Et donc cela signifie, si vous comprenez comment ce système nerveux est structuré, comment ce système nerveux fonctionne, cela vous permettrait davantage de mieux cerner les thématiques. C'est bon. Et pour cela, jeunes gens, en biologie, on va se rendre compte que pour que vous puissiez mieux comprendre une notion, cela nécessite en réalité donc l'apport de deux notions fondamentales. Oubliez, vous avez ce qu'on appelle l'anatomie. Donc là, je mets ça, anatomie. Anatomie. D'accord. Mis à part cela également, vous avez ce, donc anatomie et physiologie. Jeunes gens, quand on parle d'anatomie, ce n'est rien d'autre qu'étudier la structure, la forme. C'est bon jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un organe, on ne peut pas parler d'un système sans pour autant que vous puissiez l'identifier. D'accord. Et donc, l'identification va se faire à travers, bien par le biais de sa structure. Donc, par le biais de sa structure. Maintenant, quand on parle maintenant de la physiologie, cela fait référence au fonctionnement, c'est-à-dire comment l'organe en réalité est-il, ou la fonctionne-t-il. Donc, ouais. Donc, physiologie, entre parenthèses, là, vous mettez fonctionnement. Plein de gens, on ne peut pas parler du système nerveux sans pourtant que vous repreniez, mais non, c'est quoi? Donc, le système, c'est bon. C'est là, jeunes gens, vous avez fait la notion de cellule, en parlant de la cytologie. Mais non, la cellule, donc, je l'abrège comme ça, donc la cellule. On avait dit en réalité, donc, que la cellule, c'était l'unité structurelle et fondamentale de tous les êtres vivants. C'est bon, jusque-là. Et maintenant, les cellules vont s'organiser pour donner ce qu'on appelle donc les tissus. Les tissus également vont s'organiser pour donner donc les organes. Et les organes également vont former. Et maintenant, les systèmes, en réalité, c'est ça qui va donner, ou bien qui va former maintenant l'organisme. C'est ça qui va former l'organisme. Et donc, on va se rendre compte, nous, on va plus s'intéresser à ces systèmes. Et il y a différents types de systèmes. Il y en a 11 au total. Vous avez les systèmes circulatoires, les systèmes immunitaires, les systèmes nerveux, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le système nerveux. Mais maintenant, quand on parle de l'anatomie, comme on l'a dit tantôt, on parle de la structure en deux termes de la forme. Quand on parle de la physiologie également, cela fait référence également donc au fonctionnement. Maintenant, on va se rendre compte anatomiquement, ce système nerveux est subdivisé en deux grandes parties. Donc, anatomiquement, vous avez ce qu'on appelle le système nerveux central, d'accord, et le système nerveux périphérique. Maintenant, système nerveux central, on vous l'a dit en classe, comprenez quoi et quoi? L'encéphale, la moelle épinière, encéphale, moelle épinière, d'accord. Le système nerveux périphérique également aux nerfs, aux ganglions, d'accord, et aux récepteurs sensoriels. Aux récepteurs sensoriels. Cela signifie quoi? On ne peut pas parler du système nerveux gingival sans pour autant faire allusion. On ne peut pas parler du système nerveux sans pour autant faire allusion maintenant à ces centres-là. En d'autres termes, l'encéphale, mais également la moelle épinière. L'encéphale jeune gens de la terminale, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes intéressé à cet encéphale. En parlant d'emblée de la localisation, mais également ce qui protège l'encéphale. Vous avez parlé également de son organisation. Donc là, c'est une leçon que vous avez déjà fait. Donc indéniablement, j'oublie également que vous l'avez bien cerné. Donc l'encéphale se trouve également dans la boîte crânienne, voilà, donc est protégé par les méninges. La moelle épinière également, même chose. Mais on va se rendre compte que quand on regarde le système nerveux du point de vue physiologique, d'accord? Et comme je l'ai dit tantôt, quand on parle de la physiologie, cela fait référence au fonctionnement physiologique. Dans ce cas-là, nous allons nous rendre compte que cela peut être scindé, stratifié en deux parties. Comme là, vous avez ce qu'on appelle donc système nerveux de la vie de relation, d'accord? Donc, système nerveux de la vie de relation, de la vie de relation. Donc là, j'en profite également pour un peu revenir sur les notions clés, pour que vous puissiez comprendre également comment les phénomènes sont-ils apparus. Donc, système nerveux de la vie de relation.
C'est bon? Et maintenant, on va se rendre compte au niveau de la vidération. Donc, c'est ça qui gère, c'est ça qui coordonne maintenant les muscles squelettiques, mais également les organes de sens et également les organes de sens. C'est bon? Mais à part cela également, vous avez parlé du système- et quand on parle du système nerveux autonome, donc cela ne dépend pas de votre volonté. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas demander à votre cœur d'arrêter de battre. Pourquoi? Parce que c'est indépendant de votre volonté. Et dans ce cas-là, jeunes gens, nous allons nous rendre compte en réalité que c'est ça qui gère les appareils, comme les appareils circulatoires, respiratoires, également digestifs. C'est bon. Maintenant, mis à part cela également, jeunes gens, vous avez eu à parler maintenant, comme on a parlé du système nerveux. On a dit le système en réalité, c'est un ensemble d'organes et les organes en réalité proviennent également des tissus. Et donc, il est important également que l'on puisse comprendre, qu'on puisse cerner les tissus. Et comme je l'ai dit tantôt, jeunes gens, quand on parle maintenant de tissu nerveux, ce qu'il est important de savoir, c'est un ensemble de cellules. D'accord? Maintenant, le tissu nerveux, on va se rendre compte en réalité, on prend deux types de cellules. C'est bon jusque-là. Vous avez ce qu'on appelle donc les cellules nerveuses, d'accord? Et vous avez ce qu'on appelle donc les cellules gliales. C'est bon. Et maintenant, comme on l'a dit dans le cours, donc les cellules nerveuses ont des rôles. Et moi, je l'abrège en mettant comme ça. Donc là, j'ai mes cellules nerveuses. Maintenant, le rôle de ces cellules nerveuses, on va se rendre compte, moi, je l'abrège en PPT. L'acronyme PPT signifie tout simplement la production. Donc, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de cellules nerveuses, vous ne pouvez pas produire un flux nerveux. Donc, le rôle, c'est la production, d'accord? Maintenant, après, donc la production de ces messages maintenant vont être véhiculés. En d'autres termes, vont également être propagés. Donc, là également, production, propagation, d'accord? Transmission des influx nerveux et transmission des influx nerveux. Les cellules gliales, eux, également, vont jouer un rôle prépondérant, déterminant, crucial même dans le tissu nerveux. Et ces rôles, jeunes gens, on peut le dire en mettant en évidence le fait qu'elles permettent un rôle de soutien, d'accord? Un rôle également de nutrition. Et pour mieux appréhender cela, on peut faire une métaphore. C'est comme vous aujourd'hui. Donc, les êtres vivants sont sur Terre, mais si ce n'était pas les plantes, il n'y aurait pas, entre guillemets, donc, des conditions optimales, favorables pour que les êtres vivants puissent se développer en réalité. Donc, les plantes sont là et jouent un rôle également pour maintenir un environnement propice, un environnement favorable à ce qu'en réalité, donc, les êtres vivants puissent mieux vivre là-dedans. C'est à peu près donc le même rôle. Donc, les cellules gliales, entre guillemets, on peut prendre comme métaphore qu'il s'agit des plantes, d'accord? Et que les plantes donc permettent de fournir donc l'ensemble des éléments à ce que donc les êtres vivants puissent davantage mieux vivre. Et maintenant, vous avez les cellules nerveuses maintenant qui également pourront faire leur fonction. Maintenant, nous, dans la mesure où nous allons parler maintenant donc des phénomènes électriques liés en réalité donc au tissu nerveux, il est important également que l'on puisse comprendre comment le tissu nerveux également est-il structuré. C'est bon que là. Pour cela, jeunes gens, ce qu'on a fait dans la mesure tantôt, on l'a dit, on a eu à parler donc de ce qu'on appelle donc les centres, mais également, c'est-à-dire le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Si on comprend en réalité donc comment ces centres-là, en prenant l'exemple donc de la moelle épinière par exemple, ça nous permettrait de savoir si les centres sont d'une certaine composition, d'une certaine constitution, de savoir également comment les constituants pourraient donc mettre en évidence donc leur rôle. C'est bon jusque-là. Et donc, raison pour laquelle vous avez fait la structure du tissu nerveux. Et dans la structure du tissu nerveux, jeunes gens, vous avez eu à parler de la substance blanche et également de la substance grise. Donc, vous avez parlé donc de la structure du tissu nerveux. Structure du tissu nerveux. Et quand vous avez parlé de la structure du tissu nerveux, vous avez pris l'exemple de la moelle épinière. Maintenant, cet exemple vous a permis en réalité de pouvoir mettre en évidence, mettre en exergue, structure du tissu nerveux. Vous avez parlé de l'observation de la substance. Ces substances, vous l'avez mis en évidence grâce à la leçon 2 qui vous a eu à renseigner comment est composée la moelle épinière grâce à des coupes. Et je rappelle que c'était une coupe transversale qui nous a permis de pouvoir mettre en évidence cela. On a l'observation de la substance blanche et l'observation également Maintenant, l'observation de la substance grise jaune gens nous a révélé qu'il y avait ce qu'on appelle donc les cellules, les noyaux des cellules, donc noyaux des cellules, également des éléments étoilés qui constituaient en quelque sorte le corps cellulaire des neurones, encore appelé donc cellules nerveuses. Donc, éléments étoilés. Éléments étoilés. Mais à part cela également, vous aviez ce qu'on appelle donc l'observation de la substance blanche. Et la substance blanche, bien évidemment, on avait dit en réalité, c'était constitué de ce qu'on appelle donc une fibre. Et maintenant, ces fibres étaient enroulées par une gaine de myéline. Et maintenant, la provenance également dépendait du type de système où il résidait en réalité. Maintenant, l'ensemble de cela nous a permis maintenant de parler des propriétés. C'est bon? Et jeunes gens, on s'est rendu compte que pour les propriétés, vous avez essentiellement deux propriétés. Vous avez l'excitabilité, d'accord? L'excitabilité. Mis à part l'excitabilité également, vous aviez ce qu'on appelle excitabilité
d'accord? Et l'excitabilité, maintenant, pour voir si réellement vous, voilà, donc vous suivez. Selon vous, c'est quoi l'excitabilité? Jeunes gens de la terminale. Allô, allô? C'est quoi l'excitabilité? Vous êtes là? Oui, monsieur. Voilà, Job. C'est écrit ici, Oui, El Hadj Job. yes. Voilà. Job, c'est quoi l'excitabilité? On dit que le nerf est excitable lorsqu'il est prêt à subir des réactions, c'est-à-dire lorsqu'il est prêt à subir une, une, une excitation. D'accord, d'accord. Euh, très, très bien, d'accord. Euh, une autre personne, également pour dire un peu, c'est quoi l'excitabilité? Euh, Ousmane Cissé. L'excitabilité est la Oui, propriété que le nerf a entrer en activité suite à une excitation. très bien, très, très bien. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de résumer cela, d'accord? Donc, comme vous l'avez si bien dit, quand on parle d'excitabilité, c'est en réalité donc une propriété que possède une fibre ou un nerf, d'accord? À la suite d'un excitant. Maintenant, les excitants également, jeunes gens de la terminale, vous l'avez mis en évidence en parlant des différentes natures, des différentes sortes d'excitants qui existent. C'est bon. Donc, quand on fait une excitation, quand on fait une stimulation, la fibre va réagir ou bien le nerf également va réagir. Cette capacité de réaction de la fibre ou du nerf, c'est ça maintenant qui met en évidence l'excitabilité. D'accord? Donc, propriété, donc là, je vais résumer, c'est très bien. Donc, propriété que, que possède, que possède la fibre ou le nerf, la fibre ou bien ou même je peux mettre donc les neurones directement, donc que possèdent les neurones, donc les neurones, et les nerfs, et entrer en activité, à la suite de stimulation. Et maintenant, jeunes gens de la terminale, vous avez appris également les différents types d'excitants, les différents types de stimulants qui existent. Et personnellement, pour que, et ça, je dis ça souvent à mes élèves, d'accord? Pour pouvoir retenir ça, donc des fois, en biologie, il faut créer des mémotechniques, ça vous facilite la compréhension. En PC, vous avez fait théorème de l'énergie cinétique et mécanique, donc TECM, d'accord? En utilisant ça, ça vous permettrait un peu de pouvoir mieux capter ça. Le thé. Aujourd'hui, quand vous prenez votre main, jeune gens, et que vous mettez ça dans une eau froide, vous allez vous rendre compte que vous allez réagir. Mais chose également, si vous prenez votre main et que vous mettez ça dans de l'eau chaude, indéniablement, vous allez retirer votre main. Et donc, on se rend compte ici, la variable, c'est la température. D'accord? Donc, la température peut être considérée comme étant un excitant. Donc, là, on parlera donc d'excitant thermique. D'accord? Donc, c'est ça qui représente le T. Maintenant, le E. Aujourd'hui, d'accord? Et moi, je dirais même pas amuser, mais si vous voulez vous suicider en prenez donc un épingle, supposons, et que vous mettez ça donc au niveau d'une prise, vous allez vous électrocuter. Ouais. Et donc, le E représente en réalité donc une excitation, ou bien un excitant électrique. Mis à part cela également, vous avez ce qu'on appelle donc les excitants chimiques, d'accord? Quand vous, le ngom, vous faites vous tapez un petit coup. Ouais. Et donc, on va se rendre compte, c'est parce que vous avez une différence peut-être de pH, voilà. Donc, c'est ça qui a induit donc la réaction. Donc là, on parle des excitants chimiques. Maintenant, pour le M, aujourd'hui, suppose la mesure où on, on est le 13, demain c'est le 14 février, vous trompez, supposons, votre gueule, d'accord? Et qu'elle vous gifle. Ouais, vous allez réagir. Pourquoi? Parce qu'on vous a porté un excitant, d'accord? On vous a stimulé. Donc, ouais. Et donc là, on parle d'excitant mécanique. Voici donc les types d'excitants, d'accord, que vous pouvez avoir. Maintenant, on va se rendre compte maintenant dans les risques que souvent, donc, c'est l'excitation électrique qui est mise en évidence. Pourquoi? Parce qu'on peut contrôler la fréquence, mais également donc la durée de ces stimulations. C'est bon. Après cela également, vous avez mis en évidence l'aérobase, d'accord? Maintenant, l'aérobase surtout, et souvent donc, les jeunes gens de la terminale confondent surtout le terme de chronaxie. Chronaxie, jeunes gens, c'est pas de glace. C'est pas une intensité. La chronaxie est une durée. Ouais. Donc, d'emblée, on parle d'aérobase. Après, on y reviendra par rapport à la chronaxie. Donc, quand on parle d'aérobase, donc, c'est la plus petite intensité capable de provoquer une réponse. J'espère que aucun des élèves ici présents n'a de problème par rapport à ça. Donc, plus petite intensité capable de provoquer une réponse. Donc, plus petite intensité capable de réponse. Capable de provoquer une réponse. De provoquer une réponse. De provoquer une réponse. Maintenant, souvent, les jeunes gens de la terminale, donc vous confondez chronaxie. Chronaxie, c'est pas. Si, voilà. La chronaxie n'est pas une intensité, c'est une durée. Ouais. Et donc, pour ne pas l'oublier, dans chronaxie, vous avez le mot chrono. Donc, quand on dit chrono, chronomètre. Ouais, donc là, ça fait référence au temps. Ouais. Et donc là, on va se dire quoi? La chronaxie. Et donc, c'est
le temps qui correspond, je dis bien le temps, qui correspond au double de l'aérobase. Vous avez appris avec donc la courbe Lapic de définir l'aérobase, la chronaxie, le temps utile. D'accord? Donc, temps, temps, correspondant au double de l'aérobase. Temps correspondant au double de l'aérobase. Au double de l'aérobase. Mais non, en attendant, si on vous demandait, si on a mis, supposons en réalité donc dans un graphe, deux courbes, deux nerfs, supposons, nerf A et nerf B. On vous demande maintenant de définir quel est le nerf le plus excitable. Dans ce cas-là, selon vous, jeunes gens de la terminale, comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Je vous écoute. Je répète, vous êtes là, jeunes gens de la terminale. Oui, oui, effectivement. Voilà. Maintenant, supposons qu'on vous donne la courbe de la pique, d'accord? Le graphe mettant en évidence la courbe de la pique, et vous avez deux nerfs. Dans ce cas-là, si on vous demande maintenant de dire quel est le nerf le plus excitable, vous allez vous baser sur quoi? Qui est à l'appareil? LH Diop. Oui, oui. D'accord. LH Diop, allez-y. On va se baser sur la Coronax. On va se- La Coronax. C'est-à-dire, soyez plus précis. C'est-à-dire le temps qui correspond au double. On va chercher. Mhm. euh, on nous a dit qu'on sait que le temps, la Coronax, c'est le temps qui correspond au double de la Réobas. Donc, vous m'écoutez? Quelqu'un pour... c'est bon, Diop, vous êtes là. Jeunes gens pour suppléer, allez-y, aidez votre camarade. Si on vous a donné donc deux courbes, supposons, et que vous devez définir le nerf le plus excitable. Monsieur, Oui, Diop, je pense qu'on va se baser sur, sur le graphe qui a le plus petit réobase. très bien. Donc, nous allons nous baser sur donc, le graphe qui a Le plus petit l'aréobase la plus petite. réobase. Très bien. Mais non, supposons que là, vous avez donc, et c'est comme ça toujours, donc là, vous avez donc l'intensité, c'est bon. Et là également, vous avez donc la durée. Maintenant, toujours, vous avez donc l'allure de cette courbe qui est comme ça. C'est bon. Donc là, supposons c'est le nerf A, d'accord? Et là, jeunes gens, vous avez, supposons, le nerf B. C'est bon. Et souvent, ces questions reviennent. Maintenant, si vous devez voir entre les deux courbes, d'accord? Quel est, entre les deux nerfs, autant pour moi, quel est le nerf qui est le plus excitable? Il faut juste comparer l'aréobase. Supposons maintenant l'aréobase, d'accord? Comme on l'a dit, c'est une intensité. Donc, supposons que là, c'est l'aréobase. Donc, aréobase du nerf A, d'accord? Et là, vous avez donc l'aréobase du nerf B. Aréobase B. Maintenant, si on doit regarder entre les deux quel est le nerf le plus excitable, nous allons comparer les deux aréobases. En d'autres termes, le nerf possédant l'aréobase la plus petite va être considéré comme étant le nerf le plus excitable. C'est bon également. Et donc, même chose également, on va se rendre compte que toujours les nerfs les plus excitables ont une réobase ou une chronaxie plus faible. C'est bon, jeunes gens de la terminale? Mhm. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Mais à part ça également, des fois, on vous pose la question de savoir, et là, il faut maintenant le savoir, parce que souvent, les gens, les élèves de la terminale ont un problème là-dessus. Ici, on distingue ce qu'on appelle, donc là, je mets ça en couleur pour que vous puissiez comprendre. Là, c'est la partie concave. Partie concave. Maintenant, l'autre partie, qui est là, qui est également là, ça qu'on appelle la partie convexe. Convexe. Et maintenant, dans les exercices, des fois, on peut vous donner une intensité, une durée. C'est à vous maintenant de placer l'intensité, en deux termes, le point, ayant pour coordonnée.
C'est-à-dire, on vous donne l'intensité de la durée. C'est à vous maintenant de le placer au niveau de votre graphe. Si le point réside, en d'autres termes, se trouve, se localise, se mappe au niveau de la partie concave, dans ce cas-là, vous direz en réalité que c'est une stimulation qui est efficace. Pourquoi? Parce que là, vous avez donc la zone d'excitabilité efficace. Donc, c'est la zone, je m'écris mets ça en rouge, zone d'excitabilité efficace. Donc, tout point se trouve au niveau de cette zone jeune gens. Donc, ce point, ou bien cette intensité est capable de provoquer, d'engendrer, de donner une réponse. Zone d'excitabilité efficace. C'est bon. Si on vous donne également une haute intensité avec sa durée, si ça se trouve en réalité au niveau de la partie convexe, et cette partie convexe mettant en évidence, mettant en exergue cette zone d'inexcitabilité, on va se rendre compte dans ce cas-là que la simulation ne va pas entraîner, ne va pas générer, ne va pas donner de réponse. Ces gens-là, vous ne devez aucunement donc rater ça. C'est bon jusque-là. Et n'oubliez jamais, si vous mettez un graphe et que vous ne mettez pas de titre, d'accord, c'est zéro, moins de convocation des parents. Je répète, zéro, moins de convocation des parents. C'est bon. Mhm. Très bien. Des questions relatives par rapport à ça avant qu'on avance, parce que ça, vous devez indéniablement le comprendre. Donc, mis à part cela également, vous avez fait la conductibilité. Qui, selon vous, Oui. pourrait-il me dire, c'est quoi la conductibilité, jeune gens de la terminale? Ousmane, si vous levez la main. D'accord, allez-y, Ousmane. La conductivité, c'est la propriété que possède les nerfs à conduire l'influx nerveux. Très bien. Donc, ouais. Donc, s'il n'y avait pas de conductibilité, donc les nerfs, après leur excitation, ne pourraient pas en réalité transporter, véhiculer donc l'influx, d'accord, pour que ça puisse quitter donc un point A pour migrer, pour aller vers un point B. Et cette conductibilité est essentielle. Pourquoi? Parce que sans conductibilité, jeunes gens, il n'y aurait pas capacité également que le nerf, ou bien que l'influx soit véhiculé, soit partagé, soit distribué. Ça va jusque-là. Et maintenant, quelles sont les conditions pour que cette conductibilité puisse exister? Quelqu'un d'autre? Ou bien j'interroge de manière inopinée? Allons-y. Donc, vous levez la main. Et là, Diop. Allez-y, Diop. Oui, pour les conditions, le Oui. nerf ou la fibre doit être intégrale, c'est-à-dire entière, sans liaison Très ou bien. écrasée. Maintenant, vous y allez doucement. Je vais écrire ce que vous dites. Donc, nerf ou fibre intégrale. Donc, nerf ou fibre intégrale. Mais vous êtes fort, hein? Jeunes gens de la terminale, je suis fier de vous. Nerf ou fibre intégrale. OK? En d'autres termes, donc, le nerf ou la fibre ne doit pas être lésé. D'accord. Allez-y, continuez, Joe. Une température trop élevée ou trop basse ne Très favorise bien. pas la conduction. Très bien. Donc, la température ne doit pas être très, très élevée, ni très, très, très basse. D'accord? Non pas trop élevée, non pas trop élevée. Et quoi encore? L'insuffisance d'oxygène. Très bien. Maintenant, en première, jeunes gens, vous avez fait donc les, le mécanisme énergétique. On s'est rendu compte en réalité que les cellules, pour que le métabolisme puisse se faire, quand je parle de métabolisme, donc c'est l'ensemble des réactions biochimiques se déroulant dans l'organisme, mettant en évidence le catabolisme et également donc l'anabolisme. C'est bon que là. Maintenant, pour que ces réactions puissent se faire, indéniablement, vous avez besoin d'un apport d'oxygène. En d'autres termes, si l'oxygène ne vient pas, si l'oxygène, il n'y en a pas, les réactions biochimiques ne pourraient pas se réaliser. Raison pour laquelle on vous dit indéniablement, indiscutablement, cela nécessite l'apport d'oxygène. C'est bon, l'apport d'oxygène. Mais également, si le nerf ou la fibre est anesthésié, dans ce cas-là, jeune gens, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il y ait conduction, qu'il y ait conductibilité? Non, non. Exactement. Donc, cela signifie également que le nerf ou la fibre ne doit pas être en aucun cas, sans aucune façon, ne doit être anesthésié. Nerf ou fibre, pas anesthésié. C'est bon. Maintenant, dans les prochains cours également, si vous en avez besoin, on parlera maintenant des types de conductions en mettant en évidence les conductions saltatoires, donc saltatoires, ou bien par courant recours. Là, on en parlera. D'accord. Si vous avez besoin de ça après, on programmera. Maintenant, nous en sommes, jeunes gens, arrivés à la leçon maintenant numéro 5, où cela met en évidence, bien évidemment, les phénomènes électriques liés en réalité donc à l'activité.
à l'influx nerveux. C'est bon. Maintenant, pour cela, jeunes gens, on a parlé d'excitabilité. Nous avons dit en été que le nerf ou la fibre a la capacité, après, donc, de réagir, de donner une réponse après une excitation. Maintenant, cette excitation ou bien cet influx nerveux qui naît a la capacité d'être véhiculé, en d'autres termes, d'être propagé. C'est bon? C'est ça qu'on a désigné sous le nom de conductibilité. Il est important également de comprendre la base, le socle, le soubassement de ces mécanismes, jeunes gens. C'est dans ce sens, c'est dans cette optique que dans la mesure où donc, les phénomènes électriques ayant lieu dans l'organisme sont en un degré donc très minime, donc il est important également qu'on puisse les amplifier afin qu'on puisse les étudier. C'est bon. On va se rendre compte, jeunes gens, de la terminale. Pour cela, on a utilisé un appareil, c'est-à-dire un appareil permettant de pouvoir amplifier. Donc, ça va augmenter, ça va permettre de mieux comprendre comment le mécanisme s'effectue, s'opère, se fait. Et là, vous avez utilisé ce qu'on appelle donc l'oscilloscope. C'est bon? Et maintenant, cet oscilloscope, également, il est important que vous compreniez en réalité sa composition, c'est-à-dire donc les deux barres donc verticales et les deux plaques verticales et les deux plaques horizontales, d'accord? Également, quel est le rôle? C'est bon. Donc là, c'est l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope donc, permet d'amplifier les phénomènes électriques. Donc les phénomènes électriques. On a dit tout à l'heure, Jean de la terminale, que le neurone en réalité est doté à la capacité, après une simulation, d'engendrer une réponse. Bien sûr, c'est la simulation donc, atteint le CI, bien évidemment. Ça marche que là. Et maintenant, on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes responsables de cela. Maintenant, c'est à travers ces leçons, jeunes gens, que vous avez pu distinguer différents types de potentiels. Vous avez parlé, jeunes gens, du potentiel de repos. C'est bon. Mais à part cela également, vous avez parlé du potentiel d'action. Maintenant, d'emblée, nous allons insister, parler un peu du potentiel de repos. Donc, comme le mot l'indique, quand on dit potentiel de repos, est-ce qu'il y a stimulation? De terme, est-ce qu'il y a excitation? Non, non. Très bien. Donc, il n'y a pas d'excitation. C'est bon. Donc, les gens, si on vous pose la question de savoir, ou bien dans une dissertation, si on vous demande de mettre en évidence un potentiel de repos et que vous mettez les électrodes excitatrices, en deux termes, les électrostimulatrices, c'est 0, -5, de convocation des parents. C'est bon. Et maintenant, jeunes gens, d'emblée, ce potentiel de repos, vous devez comprendre le dispositif expérimental, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a permis de pouvoir enregistrer ce potentiel de repos, le dispositif expérimental. Et là également, le dessin, indéniablement, indiscutablement, vous devez le savoir. C'est bon, parce que dans une dissertation également, on peut vous demander de dessiner cela. Et là, déjà, on a pris une fibre, voilà, qui est là. C'est bon. Après, maintenant, par convention, donc toujours R1 est lié donc à la plaque horizontale, voilà. Là, c'est R1, c'est-à-dire électrode réceptrice R1. Et vous avez également électrode réceptrice R2, qui conventionnellement également est reliée à la plaque située vers le haut. C'est bon. Et maintenant, quand on fait ça, jeunes gens, on va se rendre compte en réalité, selon vous, est-ce qu'il y aura déviation du spot? Donc là, je mets 0 millivolts. Est-ce qu'il y aura déviation du spot, oui ou non? Oui, Ousmane Cissé. Il n'y aura pas. Très bien, on va se rendre compte qu'il n'y aura pas de déviation du spot. Maintenant, pourquoi, selon vous, il n'y a pas de déviation du spot? Oui, Tout Cissé. simplement, monsieur. Oui. Pourquoi, selon vous, il n'y aura pas de déviation du spot? Pourquoi? Oui. Oui, allez-y. Stimulation. Parce qu'on C'est voit parce pas qu'il de n'y a pas, stimulation. De parce qu'il n'y a pas de stimulation. stimulation. D'accord. Une Wow. autre réponse? Très bien. Bien, bien essayé. Allez-y. Une autre réponse? Monsieur, c'est-à-dire, Voilà. par Maintenant, les pour points qu'on de la puisse surface. maintenant, pour qu'on puisse
Maintenant, pour qu'on puisse Maintenant, davantage, potentiel d'action, il y a un copain potentiel d'action. maintenant, pour qu'on puisse Explique, là. davantage, voilà, s'organiser. Vous allez d'emblée lever la main. Après, je vais désigner. D'accord. Voilà. Soit d'où? À cause de la pompe Na plus K plus. Comme on verra, d'accord. Maintenant, là, j'ai posé la question de savoir pourquoi, selon vous, jeunes gens de la terminale, lorsqu'on pousse les deux électrodes réceptrices à la surface, il n'y a pas de déviation du spot. Maintenant, il y a quelqu'un qui lève la main. Il est caractéristique pour moi. Ah, au niveau des ondes. Au niveau des ondes, c'est-à-dire, soyez plus précise. Monsieur, Oui, Diop, selon Diop, moi, allez-y, Diop. parce que les points de la surface, c'est-à-dire les points de la surface qui sont situés au même niveau, ont les mêmes Très charges, bien, c'est-à-dire présentant la même polarité. très bien. Parce qu'on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, lorsqu'il s'agit d'une même surface, vous avez en réalité donc le même potentiel. En d'autres termes, il n'y a pas variation de potentiel. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas variation de potentiel, indéniablement, indiscutablement, vous avez donc DDP qui est égal à zéro. C'est tout simplement ça. Donc, car en tout point d'une surface, en tout point d'une surface, la DDP, d'accord, est identique. Donc, il n'y a pas le potentiel est identique. C'est bon. Très bien. C'est bon jusque-là. Donc, cela suppose également, lorsqu'on va prendre les deux électrodes réceptrices et qu'on va l'insérer, d'accord, dans l'axone de la fibre, on va se rendre compte dans ce plan, on va se rendre compte dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura également déviation du spot? Non. Parce que dans la mesure où on a dit, donc, en tout point de d'une surface, vous avez donc le même potentiel. Et raison pour laquelle on parle d'équipotentialité. Équipotentialité. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, équipotentialité, c'est lorsqu'on va prendre maintenant l'électrode R1, qui est toujours lié à la barre située en bas, d'accord, et l'électrode réceptrice R2, qui est toujours lié donc à la barre située en haut. Maintenant, lorsqu'on va les placer dans des milieux différents, de termes, on va laisser la première électrode à la surface et la deuxième, on va l'entraîner à l'intérieur. C'est-à-dire, on va l'entraîner à l'intérieur. Donc là également, je vais redessiner ça. Maintenant, supposons que vous avez donc l'axone qui est là. C'est bon. Là, vous avez donc l'électroréceptrice R1. Et là, à l'intérieur, vous avez l'électroréceptrice R2. Je dis par convention toujours, R1 est lié vers la plaque dirigée vers le bas, d'accord? Donc, la plaque en bas. R2, la plaque d'en haut. Et là, vous avez l'oscilloscope. Maintenant, au niveau du spot, est-ce que toujours, jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte que c'est stable à 0 millivolts? Vous levez la main. D'accord, si c'est, allez-y. Non, non. Qu'est-ce qui va arriver? Euh, euh, Si c'est, je ne vous entends plus. ça, Vous êtes là, si c'est? oui. Oui, allez-y. On va constater quoi? Euh, Ça va se dépolariser. En deux polariser. Ok, d'accord. Donc, oui, Mhm. On va noter une trait horizontale. on va noter une entrée horizontale. Bon, une autre personne? Idrissa Gassama peut-être. Diana Badja, Aminata Diop, Sadio Kamara, Wasek Aliou Diak, Abbi, Sohna Dramé, Ramatoulaye Diallo, allez-y. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Euh, si en retard, pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Je vous entends très faiblement. Voilà. On va se rendre compte d'emblée. Au tout début, vous allez avoir donc 0 millivolts. Cependant, Oui. lorsqu'on insère l'électrode réceptrice R2 dans l'axoplasme de la fibre, jeunes gens, on va se rendre compte dans ce cas-là, il y aura déviation du spot vers le bas. Et donc, ça va passer de 0 millivolts à
Généralement, moins 70. Maintenant, là, ça dépend également de la nature de l'axe. C'est bon. Maintenant, la question maintenant que j'aimerais bien vous poser est la suivante. Pourquoi, selon vous, au lieu que le spot donc dévie vers le bas, dévie vers le haut, maintenant nous avons une déviation du spot vers le bas. Pourquoi? Ça ou du sec. Très bien, il y aura une différence de potentiel. C'est vrai qu'il y a une différence de potentiel. Maintenant, pourquoi maintenant, la question maintenant que je pose, maintenant, pourquoi le spot maintenant est dirigé vers le bas? Pourquoi le spot n'était pas allé en haut, par exemple? Pourquoi? Oui, Joe. Car on sait que la membrane est polarisée négativement. Très bien. Donc, d'emblée, le fait qu'il y ait déviation du spot, c'est ça qui laisse entrevoir qu'il y a une différence de polarité entre l'extérieur et l'intérieur. Déjà. Donc, déjà, on remarque ça. Donc, déviation du spot laisse entrevoir, du spot laisse entrevoir, c'est-à-dire montre que qu'il y a, qu'il y a une différence de polarité membranaire. Une différence de polarité membranaire. En d'autres termes, l'extérieur et l'intérieur n'ont pas la même charge. Maintenant, c'est également la fibre est chargée négativement à l'intérieur. D'accord. En réalité, jeunes gens de la terminale, pourquoi le spot est dirigé vers le bas? Vous avez déjà, donc là, ça met en évidence, en réalité, le mouvement des électrons. C'est bon jusque-là. Et maintenant, nous savons bien, et là, vous l'avez appris en classe de quatrième avec donc PC, donc physique-chimie, vous êtes rendu compte, en réalité, que les électrons sont attirés par quelle borne? La borne positive ou bien la borne négative? C'est une question. Allez-y directement, hein. Les électrons sont attirés par la borne positive ou bien par la borne négative? Oui, allez-y, Joe. Négatif. Négative. D'accord? Maintenant, bon, quand je dis Ouais, électrons, rappelez-vous, les électrons sont chargés négativement. D'accord? Et maintenant, étant chargés négativement, donc normalement, ils doivent être oui, attirés par le contraire. Très bien, donc on la va se rendre structure. compte très bien. Oui, Donc, c'est attiré par ce qui est positif. C'est bon jusque-là? C'est bon? Très bien. oui, oui. Maintenant, si les électrons en réalité sont attirés par la bande positive, c'est bon. Maintenant, nous, on va regarder dans la mesure où le spot est dirigé vers le bas. Donc, là, maintenant, on va regarder ce qui est lié par rapport à la barre se situant vers le bas. On va se rendre compte que c'est lié. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est l'électroréceptrice R1 qui est posé à la surface de la fibre. Donc, si les électrons sont chargés négativement et que les électrons sont tirés par la plaque située vers le bas, et cette plaque située vers le bas étant au niveau donc, de la face extérieure de la fibre, cela laisse entrevoir que la face externe, en d'autres termes, donc, le milieu extracellulaire de la fibre est chargé positivement. C'est la raison pour laquelle, jeunes gens, vous dites c'est chargé Positif. positivement à l'extérieur. Et maintenant, regardez ici, c'est comme si vous avez une répulsion des électrons, d'accord? Et nous savons bien que deux charges de même signe se repoussent. Et donc, cela laisse entrevoir également que le milieu interne, jeunes gens, est chargé négativement. C'est la raison pour laquelle tantôt, toujours vous le dites, l'extérieur est chargé positivement et l'intérieur est chargé négativement. Est-ce que c'est bon? Oui, Jeunes gens de la terminale, est-ce que c'est bon? oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, là, c'était par rapport au potentiel de repos. Donc là, c'est la mise en évidence du potentiel de repos. Je dis maintenant, on va parler également du potentiel d'action. On va maintenant mettre en évidence également ce potentiel d'action. Maintenant, jeunes gens de la terminale, là, j'ai mis mise en évidence du potentiel d'action. Maintenant, après les mises en évidence, maintenant, nous allons... Mamdiara Touré, vous êtes... il y a une question que vous avez posée tout à l'heure. Y a-t-il des gens qui souhaitent que je recommence cette partie? Jeunes gens de la terminale, c'est bon. Si c'est bon, vous dites OK, après je passe. Si vous avez besoin également que j'y revienne, il n'y a pas de souci. Très bien. C'est bon pour moi. D'accord, d'accord. Donc, on passe. Yes. Donc, maintenant, OK. Donc, il y a Mamdjara qui demande à ce que je reprenne. D'accord. Voilà, donc Mamdjara. Donc là, tout à l'heure, j'ai dit quand vous prenez la fibre ou le nerf, d'accord? Très bien. On va se rendre compte en réalité, l'extérieur, c'est là-bas où l'on a posé
Électroréceptrice R1. Jeune gens, cette électroréceptrice R1 est liée en réalité donc au niveau de la plaque située vers le bas. Mais à part cela également, vous avez donc une autre électroréceptrice qui est à l'intérieur même de la fibre, jeune gens. Et bien non, cette électrode est reliée à la plaque située vers le haut. C'est bon, c'est là. Mhm. Mhm. Maintenant, on se rend compte en réalité avant que l'on introduise donc l'électroréceptrice R2 dans l'exoplasme, vous aviez d'emblée une courbe, c'est-à-dire le spot qui est horizontal. Maintenant, dès l'introduction de R2, vous avez une déviation du spot allant vers le bas. Et donc, déjà, ces déviations nous donnent une information. L'information est quoi? Et que l'extérieur et l'intérieur n'ont pas la même polarité. C'est bon que là. Maintenant, la question qu'on doit maintenant voir, qu'est-ce qui est chargé positivement? Qu'est-ce qui est chargé négativement? Et maintenant, pour que vous puissiez mieux prendre, apprendre et comprendre cela, on va revenir un peu à des notions que vous avez fait en PC. Mamdiara, j'espère que vous me suivez. C'est bon. Mhm. Très bien. On va se rendre compte en réalité que dans la mesure où là, ça met en évidence la fluctuation des électrons, les électrons en réalité sont chargés négativement. Tant chargés négativement, la loi physique nous informe en réalité qu'ils sont attirés par une borne positive. Raison pour laquelle là, je dis ça en taquinant, les garçons sont attirés par les femmes, les femmes sont par les filles sont attirées par les garçons. Moi, c'est ça que je connais. Vous, ce que vous connaissez, je ne sais pas. On continue. On va se rendre compte en réalité, jeunes gens de la terminale, que les électrons étant chargés négativement en réalité vont être attirés par la borne positive. C'est bon. Et donc, si les électrons vont vers le bas, se dirigent vers la plaque située vers le bas, c'est parce qu'en réalité, donc, cette plaque en réalité a une charge opposée aux électrons. Et si les électrons sont chargés négativement, donc cette plaque forcément est chargée positivement. Raison pour laquelle, quand on regarde maintenant cette plaque est reliée vers l'électron R1 qui est situé au niveau de la surface. C'est ça qui nous a induit à dire que le milieu extérieur est chargé positivement. C'est bon jusque-là. Mhm. Maintenant, dans la mesure où vous avez maintenant une déviation du spot vers le bas, donc cela suppose également que cette plaque se situe vers le haut et de même charge en réalité avec donc les électrons. Pourquoi? Parce que deux charges de même signe en réalité donc, ont tendance à se repousser. Et donc, cela signifie également donc, que l'électrode qui est relié par rapport à cette plaque est de même charge que les électrons, raison pour laquelle on dit souvent que l'intérieur de la membrane ou bien l'intérieur de la fibre ou l'intérieur de l'action, l'intérieur également du nerf est chargé négativement. Touré, est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Très bien. Maintenant, on passe. Maintenant, mise en évidence du potentiel d'action. Déjà, jeunes gens, dans le mot, la définition ici est, parce que vous avez dit action. En d'autres termes, on ne peut pas parler de potentiel d'action sans qu'il y ait une stimulation, excitation. C'est bon jusque-là. Potentiel de repos, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stimulation. Là, on fait juste des observations. Potentiel d'action, maintenant, on va voir en réalité, à la suite de l'excitation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Bien, on va se rendre compte, mise en évidence du potentiel de repos, du potentiel, excusez-moi, d'action. Donc là, je mets. Maintenant, dans un devoir, si vous mettez PA comme acronyme, il faut mettre entre parenthèses potentiel d'action. Ça vous permettrait, si vous utilisez PA tout au long de l'exercice, on ne pourrait pas vous barrer. Et si vous mettez PA et que vous ne mettez pas entre parenthèses sa signification, on vous barre parce que PA peut signifier potentiel, pression artérielle. PA peut signifier Paul André. Ouais, PA peut signifier ainsi de suite. Donc, il faut préciser. C'est bon. Et maintenant, quel est le dispositif expérimental qui nous a permis de le voir? Donc là, j'ai décidé, vous avez donc une fibre qui est là. Maintenant, cette fibre, jeune gens, on va se rendre compte que vous avez indéniablement, indiscutablement des électrodes excitatrices. Pourquoi? Parce que vous devez porter une action. C'est bon jusque-là. Raison pour laquelle on parle de potentiel d'action. Maintenant, après, toujours la plaque qui est reliée donc à la surface, R1, est toujours reliée vers le bas. Là, c'est une convention. C'est bon jusque-là. Et là, vous avez donc une plaque R2 également qui est reliée ici vers le haut par convention également. Si l'on porte l'excitation, jeunes gens, l'observation que nous allons faire au niveau du tracé. Voici le graphique, d'accord? Là, je suis en train de matérialiser afin que vous puissiez comprendre. Donc là, je mets DDP signifiant donc différence de potentiel exprimé en millivolts. C'est bon. Et là également, vous avez donc le temps exprimé en millisecondes. Et toujours, là, c'est avant que vous ne faites la stimulation. C'est bon. Maintenant, quand vous faites la stimulation, vous allez avoir donc sur le graphe, à peu près ça. Attention, donc là, je vais prendre une autre couleur pour que la différence puisse se faire. Ouais. Maintenant, après un bref temps, vous allez avoir donc des modifications de la structure. C'est bon? Là, vous avez ça. Et également, vous avez ça. C'est bon.
Et dans les devoirs jeunes gens, si je l'ai dit bientôt, si vous ne mettez pas de titre, c'est 0, -2 ou bien -5 et convocation des parents. C'est bon jusque-là. Et maintenant, à vous, jeunes gens de la terminale, d'identifier ce que vous avez. C'est bon. Ici, ça correspond à quoi? Faites vite. Aja, 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 aja. Comme je l'ai dit souvent, Neymeti. Oui, allez-y, ici, c'est Artefact. artefact. Très bien. Donc là, on parlera d'artefact de simulation. Cela signifie quoi? Donc, l'instant, le moment où on a porté donc, la simulation, voici ce dont on a observé. Donc, artefact de stimulation. C'est bon. Maintenant, ce temps-là, quand on observe où il n'y a rien, c'est l'artefact. Comment le désigne-t-on? Temps de latence. Temps de latence, très bien. Temps de latence. Temps de latence, très bien. Maintenant, ce moment où vous avez donc une surévaluation, si je peux ainsi le dire, de la DDP, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Dépolarisation. Très bien. Dépolarisation. On aura donc dépolarisation. Maintenant, là, dans la mesure où nous avons deux électrodes, donc R1 et R2, on va se rendre compte que là, vous avez dépolarisation. Maintenant, il faut préciser, c'est-à-dire dépolarisation de quoi? De la première Potentiel électrode d'action. réceptrice. C'est que vous avez De levé la main. R1. De la première. Très bien. Maintenant, Sec, R1. d'abord, d'emblée, Sec, oui. Quelle est la question? Ou bien vous voulez porter une réponse? Allez-y, Sec, Saoudou. Sec, vous êtes là? Ah, c'était pour une réponse. Très bien. Maintenant, la phase descendante, en réalité, on va se rendre compte qu'on appelle ça comment? Oui, si c'est. Repolarisation. De quoi? De, de R1, l'électrode très bien. 1. R1, très bien. Ensuite, ici, vous avez dépolarisation de R2. Et enfin, vous avez donc repolarisation de R2. Ouais. Et donc, on va se rendre compte que là, vous avez donc, entre guillemets, donc deux pics, d'accord? Un pic dirigé vers le haut, un pic dirigé vers le bas. Maintenant, ces pics, comment cela s'explique? C'est parce que vous avez la présence de deux électroréceptrices, ce qui est tous les deux au niveau donc de la surface. C'est bon. Maintenant, cela, jeunes gens, c'est ça qui permet de mettre en évidence l'existence de ce qu'on appelle donc le potentiel d'action. Et maintenant, ce potentiel d'action en fonction donc, des électroréceptrices, vous avez ce qu'on appelle des potentiels d'action diphasiques et des potentiels d'action monophasiques. C'est bon. Est-ce que vous avez des problèmes relatifs par rapport à ça avant que je ne passe, jeunes gens de la terminale? En français, C'est bon. on dit qui ne dit mon consent. Donc, cela signifie que vous consentez. Non, Donc, on y c'est va. bon pour moi. C'est bon, très bien. Donc, il ne dit mon consent, donc vous consentez. C'est très bien. Mais non, s'il y a, dans l'exercice également, donc on y reviendra, s'il y a, donc là, ça nous permettrait un peu également d'avancer. Vous puissiez identifier également les différents potentiels qui existent, je l'ai dit, potentiel d'action diphasique, potentiel d'action monophasique. C'est bon. Après cela, jeunes gens, vous avez mis en évidence la loi de recrutement et la loi de tout ou rien. Jeunes gens, et là, j'aimerais bien attirer votre attention là-dessus. Hey, loi de recrutement et loi de tout ou rien. Vous ne pouvez pas en parler sans pour autant que vous entendez cette information. Quelle information? On a fait une série d'excitations croissantes. Je vous jure, si vous n'entendez pas ça, et que vous nous dites, là du tout rien, pas de recrutement, c'est 0, -5 et convocation des parents. Je répète, 0, -5 et convocation des parents. Loi de recrutement, jeunes gens, loi de tout ou rien. Du tout ou rien. Du tout ou rien. La condition sine qua non, et là je le mets ici, condition sine qua non. Je l'écris ça. Vous, il faut tout écrire. Nangam, nangam, sangam. Excitation, donc série d'excitation croissante, série d'excitation croissante, série d'excitation à intensité croissante. Si vous n'entendez pas cette information, John John, et que vous me dites, là, du tout ou rien, loi de recrutement, à intensité croissante. Sachez que, croissante, voilà. Mais non, la loi de recrutement s'applique où? Au niveau du nerf ou bien au niveau de la fibre? Oui, si c'est. Allez-y, si Au c'est. niveau de, au niveau de la fibre. Recrutement. Oui. D'accord. Une Non, autre réponse? monsieur, Aïe, ya. Oui. c'est au niveau du nerf, pour moi. Le nerf. Très bien. Regardez, recruter. Parce que regardez, donc le nerf, en réalité, on va se rendre compte que vous avez plusieurs fibres qui constituent ce nerf. C'est bon jusque-là. Maintenant, les fibres, des fois, elles ont en réalité une rhéobase qui est différente. C'est bon.
5, on peut faire une excitation avec 5 ampères ou 5 milliampères. On va se rendre compte que la première fibre a réagi. L'autre fibre, pour qu'elle puisse réagir, il va falloir peut-être que vous augmentez de 7,5. L'autre peut-être 10. Donc, on va se rendre compte que plus on augmente l'intensité, plus également les fibres qui seront sollicitées également, cela va augmenter. Et dans la mesure, ça se fait en fonction donc de l'augmentation de l'intensité, raison pour laquelle on parle de recrutement. C'est bon, c'est recruter, c'est la donc on augmente en réalité. Donc, plus on augmente l'intensité, plus également donc les fibres qui seront touchées également vont augmenter. Recrutement, donc là, ça met en évidence l'action que l'on porte donc sur le nerf. Donc, ça, c'est le nerf. C'est bon, ce que là. La loi du tout ou rien maintenant. Dans la mesure où on a parlé du nerf, dans ce cas-là, est-ce que la loi du tout ou rien va s'appliquer au niveau du nerf? Non. Donc, ça va s'appliquer au niveau de la fibre. C'est bon, jeunes gens? Et Oui. maintenant, on termine ce résumé avec ça, c'est-à-dire donc, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir interpréter maintenant le potentiel de repos? Donc, potentiel de repos pour l'interprétation. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui est à l'origine de ce potentiel de repos? Allez-y, Joe. Le potentiel de repos. Oui, On peut dire en effet, moi, on sait que la lésion K+, oui. étant plus concentrée dans le milieu intracellulaire, Les ions K+, sont plus nombreux, plus concentrés dans le milieu intracellulaire, oui. vont diviser de l'intérieur vers l'extérieur. Très bien, continuez. Alors que les ions Na+, étant plus concentrés dans le milieu extracellulaire, divisent de Oui, l'intérieur vers l'intérieur. De très l'extérieur bien. vers l'intérieur. D'accord. Continuez. Cette division se fait à travers des protéines appelées canaux de fuite. Très bien. Canaux à fuite, Na+, K+. C'est très bien, Joe. Jeunes gens de la terminale, merci. Jeunes gens de la terminale. En première, vous avez fait la structure de la membrane. C'est bon. Et on vous a parlé maintenant en réalité de l'ultrastructure de la membrane. C'est la mettant en évidence. Donc, deux propositions, deux modèles. Le modèle de Daniel et Dawson et le modèle de Singer et Nicholson. Bien, John, vous avez dit à travers le modèle de Singer et Nicholson que la membrane contenait des protéines. C'est bon jusque-là. Et maintenant, on va se rendre compte en réalité que ces protéines, vous avez diverses protéines. Et parmi ces protéines, John, John, vous avez ce qu'on appelle donc les canaux A8, Na+, K+. Canaux A8, Na+, K+. Excusez-moi. Quand on a fait en réalité, donc, parce que nous scientifiques, ce qui nous intéresse, c'est toujours d'étudier, de pouvoir comprendre les notions. On s'est rendu compte que, d'accord, la membrane, l'extérieur est chargé positivement, l'intérieur est chargé négativement. Maintenant, on va essayer de comprendre le pourquoi. Quand on a fait des microdosages, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de Na+ dans les milieux extracellulaires que dans les milieux intracellulaires. C'est bon, là. Mis à part cela également, il y avait beaucoup plus d'ions K+ au niveau du milieu intra qu'au niveau du milieu extra. Cependant, rappelez-vous, quand on a parlé de la membrane, nous avions pu mettre en évidence la perméabilité. On s'est dit, dans la mesure où donc, vous avez fait ça, donc le phénomène de la diffusion. Et quand on parle de phénomène de la diffusion, jeune Jean, vous avez fait ça en première quand vous aviez parlé de l'échange cellulaire. Jeune Jean de la terminale, vous aviez dit toujours les solutés, donc qui est toujours les milieux le moins concentrés pour aller vers les milieux le plus concentré au tampon pour aller vers les milieux le moins concentré. En d'autres termes, on va se rendre compte que la membrane, par le phénomène, par le biais donc, de la diffusion, laisse entrer des ions Na+. Par le phénomène de la diffusion également, laisse passer des ions K+. Cependant, on va se rendre compte que les K+, sortent davantage plus qu'entre les Na+. En d'autres termes, si les K+, sortent davantage plus, d'accord? Et donc, cela signifie quoi? Que le milieu extérieur sera beaucoup plus électropositif. C'est la raison pour laquelle cette électropositivité, c'est ça qui entraîne à ce que le milieu extracellulaire soit chargé positivement par rapport au milieu intracellulaire qui est chargé négativement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus électropositif à l'extérieur qu'à l'intérieur. Maintenant, on va se rendre compte normalement avec le phénomène de la diffusion qu'un équilibre devrait s'établir entre le milieu extra et le milieu intra. C'est bon, mais jamais cet équilibre ne s'établit. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? La question. La- Oui, allez-y, oui, Joe. Non, pouvez-vous répéter la question?
La question est la suivante. On va se rendre compte normalement avec le phénomène de la diffusion, un équilibre devrait s'établir. C'est-à-dire vous devrez avoir une quantité de Na+, une quantité de Na+ au niveau du milieu extracellulaire, d'accord? Et une quantité de Na+ au niveau du milieu intracellulaire qui s'équilibrent, c'est-à-dire qui sont égales. Maintenant, on va se rendre compte toujours qu'il y a toujours cette inégalité. Maintenant, pourquoi cette inégalité selon vous? Pourquoi il y a toujours cette inégalité? Pourquoi l'inégalité est-elle maintenue? Monsieur, Oui, Joe. tout simplement, la membrane est perméable aux ions K+. Donc, Oui, c'est vrai qu'elle est perméable. Maintenant, là, on cherche à comprendre pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on a toujours maintenant donc l'équilibre, l'inégalité. C'est parce qu'en réalité, vous avez ce qu'on appelle des pompes. La pompe fait toujours sortir 3Na+, et fait entrer 2K+. Et donc, c'est parce que vous avez ces pompes qu'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une égalité. C'est-à-dire la diffusion n'entraînera pas, d'accord, l'égalité entre les deux lésions. C'est bon jusque-là. Et maintenant, nous allons essayer de passer aux exercices, d'accord? Maintenant, dans les exercices également, s'il y a des notions du cours qu'on doit également revenir, maintenant, nous y reviendrons. C'est bon. Maintenant, je vous ai proposé, pour que vous puissiez mieux appréhender la leçon jeunes gens, deux exercices. Le premier exercice, en réalité, cela permet un peu de voir si vous avez compris donc les enregistrements, d'accord, et tout ce qui est trait à ça. Donc, pour cela, on vous dit ici, un nerf est placé dans une cuve remplie de liquide physiologique. Des électrodes de stimulation sont placées à une extrémité de ce nerf et des électrodes d'enregistrement R1 à R7 reliées à des oscilloscopes O1 à O5 sont positionnés à différents points comme le montre le document 1 ci-dessous. Nangam, sangam, électrode 7. Les tracés A, B, C et D et E, donc voici les tracés. Donc là, c'est tracé A, c'est là. Tracé B, tracé C, tracé D et tracé E. Du document 2 représente les réponses recueillies par les différents dispositifs d'enregistrement du document 1 à la suite d'une stimulation efficace. C'est bon. Jeunes gens de la terminale. La première question, on nous demande ici, faire correspondre chacun des tracés A, B, C jusqu'à E à la paire d'électrodes ayant permis son enregistrement. C'est bon. Et donc là, on met d'emblée question 1. Faisons la correspondance. La correspondance entre les tracés, et les enregistrements. Maintenant, jeunes gens de la terminale, regardez bien maintenant l'enregistrement A. Selon vous, l'enregistrement A va correspondre à l'oscilloscope 1, à l'oscilloscope 2, à l'oscilloscope 3, 4 ou 5. Je vous écoute, je vous suis tout de suite. Saouda, l'oscilloscope 5. D'accord? Maintenant, pourquoi? Saoudou, autant pourquoi. Oui, Diop, vous avez ouvert votre micro. pardon, vous donnez-moi. Ok, jeunes gens de la terminale, pourquoi 5? Saoudou, pourquoi 5? Saoudou, c'est que vous êtes là? D'accord, maintenant on va essayer de répondre à la question. D'emblée, nous allons regarder le temps de latence jeune gens. Alors, quand on regarde maintenant donc l'enregistrement de A, on va se rendre compte que son temps de latence est très long. C'est bon que là. Et moi, je dirais même plus long que les autres. Parce que là, regardez les temps de latence. Ouais. Mais à part le temps de latence également, jeunes gens, on va regarder maintenant la nature de la courbe. Là, on nous a présenté une courbe monophasique. Là, on a présenté une courbe diphasique. La monophasique, la diphasique, d'accord? Et là également monophasique. Et donc, si on nous a présenté une courbe monophasique, donc cela suppose en réalité que les deux électrodes réceptrices ne sont pas situées au niveau de l'axone, au niveau également de la fibre, ou bien au niveau du nerf, comme dans ce cas-là, on parle du nerf. C'est bon. Et donc, cela signifie qu'il n'y a qu'une seule électrode qui est au niveau de la surface. On va se rendre compte indéniablement que l'enregistrement
l'oscilloscope 5 correspond à ces éléments. Pourquoi? Parce que déjà, quand on regarde bien, regardez ici. Donc là, c'est le lieu où on a fait la simulation. Regardez maintenant la distance, ou bien donc la distance, oui, par rapport à la première électroréceptrice, elle est très, très, très grande, plus grande même que les autres. Mais à part cela également, quand on regarde l'instrument, l'électroréceptrice R2 est posée au niveau donc d'une partie lésée. Donc, si l'électrode est posée au niveau d'une partie lésée, donc cela suppose que ne fonctionne que la seule électrode qui est là. Et donc là, ça correspond indéniablement à 5. C'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'on dira? Donc, A5 car, donc je le mets ici, car le temps de latence, le temps de latence, car le temps de latence est plus long, car le temps de latence est plus long. C'est bon. Virgule, la courbe est monophasique. La courbe est monophasique. La courbe est monophasique. C'est bon. Car enregistré, car seul R6 fonctionne. Parce que R7 ne peut pas fonctionner. Pourquoi? R6 fonctionne. Et est en position externe. En position externe. Jeunes gens, des questions relatives par rapport à ça avant qu'on ne passe à l'enregistrement B. C'est bon. Maintenant, comme on a répondu à la question A, ce qu'on va faire, on va l'éliminer. C'est bon. Et maintenant, on part, jeunes gens, au niveau donc de B. Selon vous, jeunes gens de la terminale, B va correspondre à quel enregistrement? À quel oscilloscope, autant pour moi? Oui, Ousmane Sissé? Euh, à l'oscope 3. 3. Maintenant, on va vérifier. Oui. Maintenant, quand on regarde B, jeunes gens, on se rend compte qu'il s'agit d'un potentiel d'action non pas monophasique, mais diphasique. Pourquoi? Parce que ça présente deux pics. C'est bon jusque-là. Donc là, c'est diphasique. Maintenant, on va regarder maintenant, à part le P, vous avez également donc le D, qui est également un potentiel d'action diphasique. Maintenant, la différence en réalité, c'est par rapport surtout, regardez ici, donc la distance qui sépare donc les deux pics. C'est bon. On va se rendre compte que cette distance, là je vais effacer pour que vous puissiez le voir, est plus petite que cette distance qui est là. C'est bon. D'autres termes, cela signifie que donc les deux électrodes réceptrices R1 et R2 ici sont beaucoup plus près que les deux électrodes réceptrices ici et ici. C'est bon. Maintenant, quand on regarde maintenant l'enregistrement 3, très bien, on va se rendre compte que indéniablement, vous avez la présence des deux électrodes réceptrices au niveau de la surface. Donc là, c'est bon. C'est ça qui nous permet d'avoir un potentiel d'action diphasique. Là, on est d'accord. Maintenant, on va se rendre compte également avec l'oscilloscope 4, on a toujours deux électroréceptrices également. Cependant, regardez la distance qui sépare les deux électroréceptrices. Elle est beaucoup plus petite au niveau donc de l'oscilloscope 3, au niveau de l'oscilloscope. Et donc, cela laisse entrevoir indéniablement que B correspond également donc à l'oscilloscope 3. Donc là, c'est très bien cité. Donc là, vous mettez donc 3, car c'est une courbe diphasique. C'est une courbe diphasique. C'est une courbe diphasique. C'est que c'est bon. C'est une courbe diphasique. D'accord. C'est une courbe diphasique. En outre, les deux électroréceptrices sont très très proches. Les deux électrodes réceptrices, les deux électrodes réceptrices sont assez proches, sont assez proches, sont assez proches. Maintenant, pour ces jeunes gens de la terminale, maintenant, Job et Cissé, vous allez faire pause. D'accord? On va essayer de voir les Gassama, les Mam Awagay, les Djenababa. Voilà. Je vous écoute. Le C. Donc là, on élimine également. On a éliminé A, très bien. On a éliminé B. Le C est jeunes gens de la terminale. Allons-y. Qui peut essayer? À part si c'est Job et Saoudou. D'accord, donc je vous écoute les autres alors. Oui, si c'est.
Euh, le C correspond à l'oscilloscope 1. Très bien. Et même Saouli également a proposé l'oscilloscope 1. Maintenant, jeunes gens, on va voir maintenant avec l'oscilloscope 1 pour vérifier. D'emblée, quand vous regardez bien, est-ce qu'on a un potentiel d'action diphasique? Non. On a un potentiel d'action monophasique. Donc là, c'est première chose. C'est bon. Et donc, cela donc, ne fonctionne qu'une seule électroréceptrice. Mais attention, on va se rendre compte ici, jeunes gens, d'emblée, vous aviez une baisse. D'accord? C'est bon. Donc, c'est passé maintenant de 0 à moins 70, supposons. C'est bon. Maintenant, dans la mesure donc ça a baissé, donc ça donc c'est plus au niveau externe. Donc c'est là donc on a introduit l'électrode à l'intérieur de l'axoplasma. C'est bon. Et maintenant, on va regarder donc l'oscilloscope 1. Quand on regarde l'oscilloscope 1, donc mais là également, vous avez un temps de latence qui est très, très, très. Voilà, donc un temps de latence ici qui est très, très, très long. C'est bon. Et maintenant, je jongle de la tête. Voilà. Je vais changer de couleur afin que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Quand on regarde l'oscilloscope 1, on va se rendre compte, l'oscilloscope 1 qui est là. Vous avez donc une seule électroréceptrice qui fonctionne. Donc c'est ça. C'est bon jusque-là. Pourquoi? Parce que l'autre électrode, c'est une électrode de référence. On va regarder maintenant si cette électrode est à la surface. Non, on va se rendre compte que vous voyez, comme l'électrode est à l'intérieur. Et donc, quand on regarde bien la distance entre les électrodes de stimulation et l'électroréceptrice R5, on se rend compte également que c'est à une grande distance. Indéniablement, on peut dire que c'est égal à 1. Donc là, on dit que car, c'est une courbe. Très bien. Monophasique. C'est une courbe monophasique. Très bien. C'est bon. Donc, mis à part cela également, temps de latence très long, correspondant à R5. Donc, temps de latence assez éloigné, temps de latence assez éloigné, d'accord? Et valeur négative, pourquoi? Parce qu'il y a introduction du spot. D'où à l'introduction du spot. Donc, d'où à l'introduction, excusez-moi, de l'électrode. À l'introduction de l'électrode. Mais non, mis à part le C également. Donc, C également, on peut supprimer. Très bien, jeunes gens de la terminale. Donc, il nous reste deux. Donc, D et E. Selon vous, à quoi va correspondre l'enregistrement D? À quel oscilloscope jeunes gens de la terminale? Le D va correspondre à? Oui, si c'est. Le D va correspondre à l'oscilloscope 4. Au revoir. Mais donc, D, on va se rendre compte que déjà, c'est un potentiel d'action diphasique, d'accord? Mis à part cela également, vous avez donc 0. Donc, ça veut dire donc l'électroréceptrice est à la surface, endothème et externe. C'est bon. Le genre de la terminale, quand on regarde maintenant l'oscilloscope 4, qui est là, on va se rendre compte, très bien, vous avez donc deux électroréceptrices qui sont là. C'est bon. Très bien. Donc, parce qu'il ne reste maintenant que l'oscilloscope 4 qui, indéniablement également, donc, présente les deux récepteurs, les deux électroréceptrices au niveau de la surface. Donc, D4, très bien. Donc, il faut mettre d'emblée, donc, courbe à deux sommets inversés. Donc, courbe donc, à deux sommets inversés, ou bien on peut dire tout simplement, donc, courbe diphasique. Et potentiel d'action diphasique, voilà. Tu vois. Donc, vous avez grande distance, donc grand temps de latence. Et donc, indéniablement, cela signifie donc que E va correspondre à quoi? Donc, E va correspondre à 2. Et voyez donc la Yeah. position donc, de l'électroréceptrice, d'accord, à l'intérieur. À l'intérieur, il est là. Mais à part cela également, vous allez avoir donc un bref cours de latence. Pourquoi? Parce que c'est l'électrode réceptrice le plus proche, la plus proche autant pour moi donc des électrodes stimulatrices. Donc là, c'est la signe donc E également est égal à 2. Maintenant, mis à part cela également, jeunes gens, là c'était par rapport à ça. Donc là, vous devez le comprendre. Donc c'est pour assurer que les élèves réellement ont compris donc la corrélation qu'on peut faire, l'accointance qu'on peut mettre en évidence entre les enregistrements, mais également les oscilloscopes. Maintenant, par rapport à la question numéro 2, on nous dit quel serait l'effet d'une augmentation de l'intensité de la stimulation sur les temps de latence, chaque réponse obtenue. Jeunes gens, je vous repose la même question. Si on augmentait
l'intensité de la stimulation, est-ce que cela va faire varier, selon vous, le temps de latence de chaque réponse? Oui, Joe, Oui, effectivement. cela va faire varier. Maintenant, comment? Le temps de latence. Oui. Est-ce que le temps de latence dépend de l'intensité de la stimulation? Parce que rappelez-vous, quand on dit temps de latence, c'est quel temps? C'est le temps que met l'influx à faire quoi? Pour- Donc, à se déplacer, à être véhiculé, donc par rapport aux positions de stimulation jusqu'à la première électroréceptrice. Maintenant, est-ce que ce temps dépend de la stimulation, de l'intensité de la stimulation? Oui, si c'est. Euh, Je, je pense Oui, pas. d'accord. Je pense pas que ça dépend. D'accord, effectivement. Donc, si c'est et c'est, on va se rendre compte en réalité que le temps que met l'influx ne dépend pas en réalité de l'intensité. Non, non. Ça dépend tout simplement de la distance. D'autres termes, cela signifie quoi? Plus la distance, elle est longue. Plus long également, bien plus important également sera le temps de latence. Plus la distance séparant donc les électrodes excitatrices des électroréceptrices, la distance elle est élevée. Dans ce cas-là, sera beaucoup plus important le temps de latence. Diop, est-ce que vous avez compris? Oui, effectivement. Très bien. Donc là, on met donc l'effet de l'augmentation de l'intensité du temps de latence. Donc là, on dira donc non. Donc bien, aucun effet, aucun effet, car le temps de latence ne dépend que de la distance, ne dépend que de la distance séparant, que de la distance séparant la paire d'électrodes excitatrices, séparant la paire d'électrodes excitatrices de la paire d'électrodes réceptrices. Deux questions? De la paire d'électrodes réceptrices. Donc là, après, on nous dit la question, et là maintenant, jeunes gens, on nous dit, on simplifie le dispositif expérimental de sorte à ne conserver qu'une paire d'électrodes réceptrices. Ouais, donc maintenant, on a laissé qu'une paire d'électrodes réceptrices. C'est bon. Et on porte sur ce nez des stimulations d'intensité croissante. Je répète, on a porté sur ce nez. Et donc la nature est importante. On est dit des séries d'excellentes d'intensité croissante. Pour chaque stimulation, l'amplitude de la réponse est mesurée. Les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe ci-dessous. Donc là, on vous a donné donc, on a mis en évidence la courbe, mettant en évidence l'amplitude, d'accord, en fonction de l'intensité. C'est bon. Maintenant, passons aux questions. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, jeunes gens de la terminale, d'analyser, d'analyser et d'interpréter le document 3. Maintenant, analyser n'est rien d'autre que de dire ce que l'on voit, entre guillemets, pour vous simplifier la chose. Interpréter, c'est-à-dire ce dont vous avez vu et que vous avez constaté, que vous avez notifié, maintenant, d'essayer de l'expliquer. C'est bon? Et maintenant, nous, qu'est-ce que l'on voit? Déjà, la courbe peut être scindée en combien de parties? Quand on fait l'analyse, c'est tout simplement ça qu'on vous demande. Vous regardez la courbe, d'accord? Et vous dites que la courbe est subdivisée en temps de phase, d'accord? Et maintenant, c'est tout simplement ça. Donc, analysons la courbe. Analyse de la courbe. Qu'est-ce que vous constatez, jeunes gens de la terminale? Plus l'intensité augmente. Plus l'intensité augmente. Oui, Diop, Plus allez-y, continuez. euh, l'in- on constate que plus l'intensité augmente. Et, Plus le nombre de nerfs, le nombre de nerfs qui répond augmente. ok. Une autre personne, c'est très bien, Diop, bien essayé. Oui, sec. On constate que plus l'intensité est forte, plus l'amplitude augmente. C'est bien, bien essayé. Une autre personne.
D'accord. Mais non, jonction pour, oui, allez-y, si c'est. On constate que de, 1, de 0 à environ 1,50. Très bien, de 0 à environ 1,50. Donc, très bien, L'amplitude reste constante à 0 très bien. Ensuite, et de 1,50 oui, jusqu'à 7. L'amplitude augmente progressivement très bien. Et à partir de, jusqu'à 7. on se rend compte que l'amplitude maintenant, quelle soit l'augmentation de l'intensité, les amplitudes demeurent constantes. C'est bon. Et jeunes gens de la Constant. terminale, c'est très bien. Et jeunes gens de la terminale, si vous devez effectuer une analyse, d'emblée, essayez de voir si votre graphique, vous pouvez décomposer ça. C'est bon jusque-là. Jeunes gens de la terminale, on peut se rendre compte qu'on peut décomposer notre graphique. Pourquoi? Parce que de 0 à 1,50, 1,3, 1,3, on va se rendre compte que même si on a une augmentation de l'intensité, l'amplitude demeure à 0. C'est bon jusque-là. Mais on va se rendre compte à partir de ce point 1,50 ou 1,3, d'accord? Si on augmente l'intensité, on va se rendre compte qu'il y a également augmentation de l'amplitude. Cependant, arrivé à une certaine intensité jeune gens, on va se rendre compte que les amplitudes maintenant demeurent constantes. Ouais. Et donc, c'est parce qu'on a stratifié, c'est parce qu'on a décomposé la courbe qu'on parvient à faire l'analyse. C'est bon. Et donc, l'analyse, on dira quoi? À la ligne assez risque. Donc, les intensités, là, je peux dire inférieure peut-être à 1,3 ou bien 1,4 ou bien 1,5. Donc là, je prends une valeur. C'est bon. Donc, là, je mets ici les intensités inférieures. Vous avez compris? Oui, La terminale, vous avez compris? oui, oui, on a compris. Très bien. Donc, les intensités inférieures à 1,3 volts, d'accord, sont... Mais non, dans la mesure où les intensités qui sont inférieures, c'est-à-dire toutes les intensités qui sont là, selon vous, est-ce que ce sont des intensités efficaces? En d'autres termes, est-ce qu'elles ont atteint l'aréoba selon vous? Oui Non, ou non? Non, Non, non. très bien. Pourquoi? Parce que normalement, si les intensités étaient efficaces, indéniablement, indiscutablement, impérativement, incontestablement, indubitablement, vous allez avoir une réponse. C'est bon jusque-là. Et donc, n'ayant pas de réponse, on peut dire dans ce cas-là que ces intensités sont inefficaces. Donc, on dira ça. Donc, sont inefficaces. Inefficaces. Sont efficaces. Et donc, on pourrait dire donc qu'elles sont infraliminaire. Très bien. Très bien, infraliminaires. Maintenant, pour les intensités, pour les intensités égales à 1,3. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1,3, vous avez une réponse. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? Que représente, selon vous, 1,3? Que représente 1,3? Seuil C'est la d'excitation. réobase. Très bien. Donc, ça représente l'aréobase. Les jeunes gens de la terminale, vous êtes forts, hein? La réobase. Choc. Donc, les intensités égales à 1,3 volts, d'accord? Donc, correspondent, oui, au seuil. En Le intensité, seuil. c'est Oui, vous dites, Sorna Fatma Dramé. Vous avez dit quelque chose, je ne vous ai pas entendu. Ou bien c'est la réponse que vous je voulais désirez? dire intensité, c'est Très bien. Intensité, c'est. Mais non, jeunes gens de la terminale. Selon vous également, les intensités supérieures à 1,3, elles sont infraliminaires, ou bien c'est le seuil, ou bien non, est-ce c'est qu'on peut les praliminaire. qualifier d'intensité supraluminaire? Oui, c'est Très bien, praliminaire. ce sont des intensités supraluminaires. Maintenant, selon vous, pourquoi plus on augmente les intensités, plus également l'amplitude des réponses augmente, selon vous, pourquoi? Je vous écoute. Car, monsieur, Oui, plus qu'on augmente l'intensité, oui, plus les oui. nerfs, c'est-à-dire chaque nerf a sa propre intensité 6. Donc, plus l'intensité est augmentée, plus le nombre de nerfs qui va répondre augmente.
Très bien. Oui, Sorna Dramé. Mm. Ou bien vous n'aviez pas coupé le micro? Vous Oui, pouvez oui. répéter la question, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, je disais jeunes gens de la terminale. Selon vous, pourquoi, à partir de 1,3, lorsqu'on fait maintenant une excitation en augmentant l'intensité, on a une augmentation des amplitudes. Maintenant, pourquoi? N'oubliez pas, jeunes gens, qu'on a affaire non pas à une fibre, mais plutôt à un nerf. Quelle est la loi ici mise en évidence? Loi de tout ou rien. Loi du tout ou rien. Non, Mm. loi de recrutement, loi de recrutement. Loi de recrutement. Très bien. Maintenant, pourquoi loi de recrutement? Parce qu'on se rend compte que différents nerfs ont différents moments où ils atteignent leur excitation. Très bien, parce qu'on va se rendre compte en réalité dans la structure du nerf, vous aviez différentes fibres qui sont présentes. C'est bon jusque-là. Et maintenant, chaque fibre également présente son CI. Vous avez compris. Et donc, plus on augmente l'intensité, plus également donc les fibres qui sont sollicitées, qui sont impliquées également, le nombre augmente. C'est bon. Donc là, on dira donc les intensités supérieures, donc les intensités supérieures à 1,3 volts, d'accord, sont supraluminaires, donc sont supraluminaires, sont supraluminaires, c'est bon. Et l'augmentation des intensités s'accompagnant de l'augmentation et l'augmentation des intensités s'accompagnant de l'augmentation des amplitudes, s'accompagnant de l'augmentation des amplitudes. Vous avez compris, jeunes gens. Donc, quand on parle du nerf, ne me dites plus loi du tout ou rien. Donc, toujours loi de recrutement. Mais non, loi de recrutement et loi du tout ou rien, je l'ai dit, quand on a une série d'excitations d'intensité croissante. D'accord. C'est bon? Oui. Très bien. Des amplitudes. Entre parenthèses, loi de recrutement. Maintenant, pourquoi là, le document va se rendre compte maintenant, lorsque ça atteint maintenant donc, une certaine valeur, quelle que soit l'augmentation de l'intensité, on va se rendre compte qu'il y ait plus d'augmentation d'amplitude. C'est bon. C'est bon. Maintenant, après, on nous dit au niveau de la question, maintenant, là, jeunes gens, on a expliqué les enchaînements et les oscilloscopes. Et maintenant, on va se rendre compte qu'on a également mis en évidence les différentes lois, les différentes lois. Maintenant, c'est celui-là, donc c'était ici là mis en évidence la loi de recrutement. Et maintenant, ici, maintenant, nous allons faire un peu ce qu'on appelle la période réfractaire. La période réfractaire, en réalité, c'est la période où, lorsque vous faites une stimulation efficace, c'est-à-dire lorsque d'emblée vous faites une première stimulation, vous allez avoir une réponse. Maintenant, en fonction maintenant de la durée, c'est-à-dire donc du moment où on va porter la deuxième stimulation, on peut avoir une réponse, on peut ne pas avoir une réponse. Tout dépend en réalité. Si c'est une excitation, si la deuxième stimulation est très très rapprochée de la première, on va se rendre compte qu'on peut ne pas obtenir de réponse. Dans ce cas-là, on parlera de période réfractaire absolue. Maintenant, si maintenant, plus on laisse le temps à la fibre ou au nerf de se reposer, d'accord? Maintenant, on parvient à obtenir une deuxième réponse presque identique à la première. Et dans ce cas-là, on parle de période réfractaire relative. Et maintenant, c'est ça qu'on nous a mis ici en évidence. On nous dit ici, on étudie sur ce nerf les effets de deux stimulations espacées par un délai variable. L'intensité de la stimulation est identique pour les deux chocs et maximale. Donc, voyez, donc les intensités sont identiques, les intensités également sont maximales. L'éventuelle réponse induite par la deuxième stimulation est alors d'amplitude variable. Les résultats regroupés dans le tableau ci-dessous donnent l'amplitude de la deuxième réponse en fonction du délai qui sépare les deux stimulations. On nous demande de tracer la courbe de variation de l'amplitude de la deuxième réponse en fonction du délai qui sépare les deux stimulations. Maintenant, là, je vais juste faire une représentation. D'accord? Voilà. Maintenant, les gens qui, dans leur tête, se disent, waouh, comment se fait-il? Regardez. Les délais, c'est de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça continue, c'est-à-dire, ça continue. Là, ça continue. Donc, 6, après 7, 8, 9, 10, 11. En deux termes, là également, ça continue. C'est-à-dire, pour ne pas prendre beaucoup d'espace, raison pour laquelle on l'a ramené à l'horizontale. Vous avez compris? Oui, C'est bon? oui, oui. Très bien. Et maintenant, on a demandé de tracer la courbe de variation de l'amplitude de la en fonction du délai. Et je vous ai dit,
quand vous entendez en fonction, tout ce qui vient après, indéniablement, indiscutablement, vient au niveau de l'axe des abscisses. Les abscisses, jeunes gens, c'est ce qui est à l'horizontale. Maintenant, vous allez vous dire, monsieur Mini, daf ñoo yab de. D'accord, donc là, pas besoin de vous l'expliquer. Mais de grâce, ne confondez pas les axes. D'accord. C'est bien. Maintenant, là, on a dit amplitude de la deuxième réponse. Donc, amplitude de la deuxième, amplitude de la deuxième réponse. C'est bon? Et là, c'est la durée. Bien évidemment, ici, vous mettez après l'échelle. D'accord? Là également, il ne faut pas également oublier de mettre le titre. Et on lui dit, la deuxième réponse, autant. Donc là, je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite jusqu'à 11. Hein? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Et maintenant également, là, on a donné donc 1,6. Donc, vous pouvez prendre peut-être 0,2. Donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. 1. Non, là, ça va être complet. Maintenant, vous mettez peut-être 0,5 peut-être. Ensuite 1, 1,5, 2, 2,50, ainsi de suite, jusqu'à 11,5 ou 12. C'est bon jusque-là. Et maintenant, on nous dit 0, 0, c'est-à-dire lorsque les deux excitations, le durée est de 0 millisecondes, c'est-à-dire vous portez l'excitation, immédiatement vous portez l'autre stimulation. On va se rendre compte qu'il n'y a pas de réponse. C'est bon jusque-là. N'ayant pas de réponse, raison pour laquelle on vous dit l'amplitude est égale à 0. Maintenant, même chose également, deuxième simulation, pour un délai de 1 milliseconde, on va se rendre compte également qu'il n'y a pas de réponse. Délai de simulation, c'est-à-dire donc, là, vous avez fait la première excitation qui est là. Ensuite, vous avez fait la deuxième excitation. Maintenant, la durée séparant les deux, on nous dit que c'est de 2 millisecondes. Quand on fait ça également, on se rend compte qu'il n'y a pas d'amplitude. Jeunes gens, on se rend compte plus on espace la durée des deux stimulations, plus également l'amplitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire quoi? Elle commence à augmenter parce que c'est passé de 0 à combien? À 0,3. C'est bon jusque-là. Donc 0,3, supposons c'est là. C'est bon. Maintenant, lorsqu'on laisse, c'est-à-dire la durée, lorsque ça passe maintenant, c'est-à-dire qu'on fait la simulation, on attend 30 millisecondes, on fait l'autre, on se rend compte que l'amplitude, qu'est-ce qu'elle fait également? Elle augmente. C'est bon. Regardez ici, quand on sépare jusqu'à 5, l'amplitude va jusqu'à 4. C'est bon. Quand on, ainsi de suite, on va se rendre compte, donc là, vous avez une courbe qui est comme ça à peu près. Donc, qui augmente. C'est bon, augmente, augmente, ouais. Et donc, parce que là, on peut dire de 0, 0, ensuite 4, 6, 4, 7, 9, 50, 11, ainsi de suite. Donc 11. Et après, là, ça augmente. À partir de 11, on va se rendre compte que maintenant, ça devient constant. Et donc, cela suppose quoi? Et là, on a tracé, d'accord? Donc là, c'est un peu de tracé. Donc, à peu près, si vous tracez, vous allez avoir cette allure. C'est bon. Maintenant, on nous dit, comment expliquez-vous le comportement de ce nerf pour les délais inférieurs à 3 millisecondes? Jeunes gens, on se rend compte pour les délais inférieurs à 3 millisecondes. D'accord? Est-ce que vous aviez, quand vous avez fait la stimulation, est-ce que vous aviez une réponse pour les délais inférieurs à 3? Non, non. Non. Non, très bien. Maintenant, on vous demande maintenant d'expliquer le pourquoi. Ça n'a pas encore atteint le potentiel seuil. Parce que la simulation n'est pas tellement forte. Maintenant, si vous dites ça, je convoque directement vos parents. D'accord. Je viens de la terminer. On va se rendre compte. Regardez bien. Regardez, au niveau du contexte, on vous a bien dit, l'intensité de stimulation est identique pour les deux chocs et est maximale. Et donc, est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que les intensités n'ont pas atteint leur seuil? Non. C'est bon jusque-là. Non. Voilà. Donc là, on ne peut pas dire ça. C'est bon. Quelqu'un d'autre pour essayer? Donc, vous voulez dire que le nerf n'est pas en mesure de s'exciter ou bien c'est quoi? Exactement. En d'autres termes, cela signifie quoi? Nous, on a fait la première stimulation. C'est bon jusque-là. Maintenant, comme on a fait la première stimulation, on n'a pas laissé de temps à ce que le nerf, en réalité, puisse devenir à nouveau excitable. C'est bon. En d'autres termes, le nerf est actuellement dans sa période de réfraction, c'est-à-dire donc la période réfractaire absolue. Et lorsque le nerf est dans sa période réfractaire absolue, et donc là, c'est par rapport au canot, parce que rappelez-vous, en réalité, pour qu'il y ait excitation, il va falloir qu'il y ait ouverture des canaux voltage dépendant NA+. S'il y a fermeture des canaux voltage dépendants NA+, indéniablement, on ne peut pas avoir une excitation. C'est bon, que la raison pour laquelle, plus la durée des deux excitations sont rapprochées,
Plus également, donc, l'amplitude n'est pas possible de l'avoir. C'est bon. Maintenant, plus la durée de deux stations est, est très éloignée, dans ce cas-là, nous allons nous rendre compte qu'il y a possibilité que la deuxième stimulation, donc son enregistrement, c'est-à-dire donc l'amplitude également qui soit enregistrée, soit identique par rapport à la première. Est-ce que je me suis fait bien comprendre, jeune gens de Excusez-moi, l'académie? monsieur, j'ai une question. J'ai une question. Oui. Allez-y, allez-y. Vous voulez dire que c'est parce qu'il y a déjà un potentiel d'action. Et donc, il ne peut pas y avoir d'excitation ou bien. Très bien. Regardez, c'est-à-dire quand on a fait la simulation, on s'est rendu compte en réalité donc que le nerf a réagi. C'est bon. Donc, en réagissant, donc cela a interpellé donc, les canaux voltage dépendants NA+, c'est bon, mais également les canaux voltage dépendants NA+, mais également donc, les canaux voltage dépendants K+. C'est bon jusque-là? C'est bon si c'est? Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va se rendre compte, si les canaux voltage dépendants NA+, ne se rouvrent pas, pourquoi? Parce qu'en réalité, pour que les canaux voltage dépendants NA+, puissent se rouvrir, il faut au moins un certain temps. C'est bon. Et maintenant, si dans ce temps-là, où il y a fermeture des CVD NA+, vous apportez une autre excitation efficace. Est-ce que dans ce cas-là, la fibre autant pour moi, donc, où le nerf va pouvoir réagir? Non. C'est pourquoi? Parce qu'en réalité, donc, la fibre ou le nerf est dans sa période réfractaire absolue. C'est bon. Et Oui. donc, pour pouvoir récapituler, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la ligne on tiré pour des délais inférieurs à 3 millisecondes, pour des délais entre les deux stimulations, inférieurs à 3 millisecondes. La seconde, point, donc la seconde, non, j'entends dire la seconde stimulation, bien sûr, donc je le précise, donc la seconde stimulation n'engendre pas de réponse, n'engendre pas, ne donne pas, n'engendre pas de réponse, de réponse. Pourquoi? Parce que le nerf, maintenant le nerf étant conçu de plusieurs fibres, le nerf, c'est-à-dire donc ces fibres, toutes ces fibres, sont en période réfractaire absolue. Le nerf, toutes les fibres. Donc le nerf, bien sûr, donc là j'accorde avec le nerf, est en période réfractaire absolue. Est en période réfractaire absolue. Et donc si le nerf est en période réfractaire absolue, il ne peut pas donner de réponse par rapport à la deuxième stimulation. C'est bon. Maintenant, on va se rendre compte si le délai est compris entre 3 et 9. Là, on commence maintenant à obtenir une réponse. Parce que regardez, à partir de 3, on a 0,3, 1,6, 1,4, 6. Donc, ouais. Donc, plus le temps entre les deux stimulations sont espacés. Maintenant, plus également, on va se rendre compte que l'amplitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Et donc, cela sous-entend quoi? Dans la mesure où on parle du nerf, que le nerf est constitué et composé de plusieurs fibres, on dit que les fibres n'ont pas la même période réfractaire. Il y en a ceux qui dépassent la période réfractaire donc très rapidement. Il y en a d'autres également qui la prennent donc lentement. C'est bon. Donc ici, donc, on peut mettre donc pour des délais. Pour des délais compris entre 3 millisecondes et 9 millisecondes, l'amplitude de la deuxième réponse, donc l'amplitude de la deuxième réponse augmente, de la deuxième stimulation est d'autant plus important que le délai, est d'autant plus important, et d'autant plus important que le délai, est d'autant plus important que le délai, d'accord? Est d'autant plus important que le délai est important, bien, est élevé, est grand, d'accord? Donc, le nerf est en période réfractaire relative. Pourquoi? Parce qu'au moins, il y a une réponse. Donc, le nerf est en période réfractaire et en période réfractaire relative. Réfractaire relative. C'est bon. Et maintenant, pour les délais, où c'est supérieur à 9 millisecondes.
Dans ce cas-là, on va se rendre compte que la deuxième simulation provoque une réponse quasi identique. D'accord? Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas dépassé, selon vous, donc, la période réfractaire? Oui ou non, jeunes gens de la terminale? Oui. Très bien. Donc, c'est parce qu'on a dépassé donc, les périodes réfractaires, c'est-à-dire que toutes les fibres maintenant ont retrouvé leur excitabilité initiale, raison pour laquelle vous avez donc une réponse, une très grande réponse par rapport à la deuxième simulation. Donc, pour les délais. Et jeunes gens, si vous comprenez ça, là, sachez en réalité donc supérieur à 9 millisecondes. Donc, toutes les fibres, là, donc toutes les fibres du nerf ont dépassé leur période réfractaire. Donc, vous voyez, et donc là, par rapport au contexte, on a pu voir la période réfractaire absolue, d'accord? Donc, si la deuxième réponse n'engendre pas de réponse, et là, on a expliqué pourquoi, parce que on n'a pas donné suffisamment de temps, d'accord, pour que donc la fibre ou le nerf puisse réagir. C'est bon, là. Maintenant, plus la deuxième simulation, le moment où l'on fait, donc que l'on fait, donc plus ça s'éloigne donc de la première simulation, plus également donc on se rend compte que il dépasse cette période réfractaire. On dépassé leur période réfractaire. Leur période réfractaire. C'est bon? Vous avez compris, jeunes gens de la terminale? C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, là, regardez, on nous dit. Et maintenant, là également, beaucoup de gens de la terminale se cassent ici. On nous dit, on remplace ce nerf dans le nouveau dispositif expérimental mis en place. Les électrodes de stimulation sont assez éloignées des électrodes réceptrices, dont une stimulation d'intensité maximale, engendre, voyez, on a fait une seule stimulation d'intensité maximale. Voyez, une seule. Et ça engendre au niveau de l'écran ce tracé-là, avec un pic, deux pics, trois pics. Donc, regardez, on a fait une simulation, une seule simulation. Ça a entraîné maintenant l'apparition de quatre pics. Jeunes gens de la terminale, est-ce que ici on peut parler de loi de tout ou rien ou bien loi de recrutement? Oui ou non d'abord? Non, Pourquoi? parce qu'on n'a pas une série Très bien, parce qu'on n'a pas une série euh, d'excitation, d'intensité d'excitation. Ouais. croissante. Très bien. Si vous n'entendez pas ça, ne me dites pas loi du tout ou rien ou bien loi de recrutement. C'est bon. Et donc, ici, on va se rendre compte en réalité, si vous avez ça, c'est parce qu'en réalité, vous avez donc le nerf étant constitué de plusieurs fibres. Chaque fibre, jeune gens, a son seuil. C'est bon jusque-là. Et maintenant, si vous portez la stimulation, donc c'est le seuil atteint par chacune des fibres qui va être mis en évidence ici. Donc, à travers les pics, jeunes gens, on peut savoir en réalité le nombre de fibres que met en évidence donc ce nerf. Donc là, on verra en réalité que ça met combien de fibres au total. Quatre. Donc, voyez, donc là, on va se rendre compte que ça donne à peu près donc 4 fibres. C'est bon, 4 fibres. Donc là, on peut mettre donc le document B. Donc, vous voyez, et donc, de grâce, si vous n'entendez pas série d'excitation croissante, ne me dites pas loi de tout ou rien, bien loi de recrutement. Si vous faites ça, jeunes gens, je vous promets que c'est 0, moins 5 et convocation des parents. Ouais. Donc, les pics mettent en évidence. Donc là, je récapitule. Pourquoi? Parce que déjà, on est coincé par l'heure. Ouais. Donc, analyser, c'est dire ce qu'on voit. Donc là, vous direz tout simplement que le document 4 met en exergue une réponse d'un nerf qui se matérialise par trois pics, ou bien quatre, d'accord? Donc, chaque pic correspondant à la réponse d'une catégorie de fibres du nerf. Et donc, cela signifie également que le nerf, d'accord, transporte, véhicule l'information à vitesse différente. C'est bon. Donc, mettre en évidence trois pics. Mettre en évidence, les pics mettent en évidence le nombre de pics, le nombre de fibres, excusez-moi, le nombre de fibres. Des questions relatives par rapport à cet exercice jeune gens de la terminale. Donc, au niveau de cet exercice, donc c'est un exercice qui a ramassé à peu près donc, les notions fondamentales dont vous avez vues. Donc là, on a parlé de potentiel d'action monophasique, diphasique. On a également eu à voir maintenant donc, les comment, c'est-à-dire donc, comment les obtient-on. Mis à part cela, également, on a parlé des intensités infraliminaires, supraliminaires et liminaires. Et jeunes gens, nous avons parlé également de la période réfractaire.
C'est bon. Des questions relatives par rapport à ça. J'espère bien que vous avez compris. Jeunes gens de la terminale, vous avez compris? Oui, oui, Très bien, absolument. très bien. Et maintenant, au niveau de l'exercice 2, on nous dit, on isole deux fibres nerfs de calmar, séparées par une synapse et on montre l'expérience représentée par le document 1. C'est bon. Une stimulation efficace, une stimulation efficace. Attendez, je descends un peu. Une stimulation efficace portée sur la fibre A permet d'obtenir les oscilloscopes A et B. Je joue de la terminale. Donc, vous avez fait un chapitre portant sur ce qu'on appelle les synapses, d'accord? Et dans ce chapitre des synapses, on vous a parlé des fibres, ou bien neurones présynaptiques et neurones postsynaptiques. Au niveau de ces synapses, je vous ai expliqué donc comment se faisait la transmission synaptique. C'est bon. Et maintenant, ce document ne met en évidence que cela. On vous dit, par exemple, ici, analyser et interpréter cet enregistrement du document 2. Quel phénomène met-il en évidence? C'est bon. Donc, pas besoin de résumer la leçon portant sur les synapses. Vous avez compris, jeunes gens? Je vous entends pas. Oui, 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 oui. Des sommations. OK, j'en voulais parler. Très bien. Interprétation. Voilà. Maintenant, d'emblée, si on parle des sommations, jeunes gens de la terminale, voilà. Donc là, je vais mettre comme ça. Donc, sommation, tout simplement, on pourrait même l'adjoindre au mot intégration. C'est bon. Parce qu'on va se rendre compte en réalité qu'au niveau du système nerveux, les neurones établissent des connexions entre eux. C'est bon. Et les connexions établies par ces neurones, c'est ça qu'on nomme synapse. Donc, zone de jonction entre neurones. Maintenant, cette zone de jonction, on va se rendre compte en réalité que cela dépend d'une part de la nature de sa structure. Donc, de la nature. Donc, de la nature de la structure. Nature de la structure. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des synapses neuromusculaires. Et donc, quand on parle des synapses neuromusculaires, c'est entre quoi et quoi? Entre un neurone et quoi? Je vous écoute. Synapse neuromusculaire, c'est entre un neurone et un. Muscle. Très bien, et un muscle. Très bien. Et c'est ça même qu'on appelle plaque motrice. Maintenant, mis à part ça également, vous pouvez observer ce qu'on appelle une synapse neuroneuronique, c'est-à-dire qui s'établit entre deux neurones. Et c'est là que vous avez fait axo-axonique, axodendritique, axosomatique. C'est bon jusque-là. Mis à part ça également, vous avez peut-être une synapse neurosensorielle, c'est-à-dire qui s'établit entre un neurone et un organe de sens. C'est bon, sensoriel. Maintenant, en fonction, c'est en fonction de la nature. En fonction également du fonctionnement, c'est-à-dire comment on fonctionne, en fonction de comment ça fonctionne, jeunes gens, vous avez distingué les synapses chimiques des synapses électriques. Quand on dit synapses chimiques, électriques d'abord, on va se rendre compte en réalité que les deux neurones, c'est-à-dire neurones présynaptiques et neurones postsynaptiques, sont liés. Des gaps, gap junction, on les appelle. C'est bon que là. Et donc la transmission va se faire de manière plus rapidement, le plus rapide, d'accord? Le plus rapidement possible. Donc maintenant, après, vous avez parlé maintenant des synapses chimiques. Maintenant, quand on parle des synapses chimiques, jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte dans ce cas-là, vous avez une fente, un espace entre les deux neurones, présynaptiques, postsynaptiques. Maintenant, quand on parle d'intégration, donc pour revenir à sa question, parce qu'il fallait d'emblée que je rappelle cela. Supposons vous avez donc le neurone présynaptique qui est là, d'accord? Et là, vous avez donc, et là, je mets même plusieurs neurones. Donc là, vous avez un autre neurone qui est là, un autre neurone qui est là. C'est bon. Donc là, j'ai mis A, là, j'ai mis B, là, j'ai mis C. C'est bon jusque-là. Maintenant, je dis quand on a fait la stimulation du nerf A ou bien du neurone A, ça a entraîné une réponse. Quand on a fait la stimulation du neurone B également, ça a entraîné une réponse. Quand on a fait la stimulation du neurone C, ça a entraîné une réponse. C'est bon. Maintenant, on va se rendre compte que toutes les réponses convergent, vont au niveau du neurone. Je l'appelle comme ce soit où c'est Jenaba. Donc, je mets neurone D, neurone Jenaba. Et donc, c'est neurone Jenaba, bien, neurone Jenaba, oui. Maintenant, qui va réceptionner, qui va recevoir l'ensemble de ces réponses véhiculées par par le neurone A, par le neurone B, par le neurone C. Ouais. On va se rendre compte donc, les stimulations
proviennent d'espaces de neurones différentes. C'est bon, c'est là. Il n'y a qu'un seul neurone, c'est-à-dire le neurone postsynaptique, donc qui réceptionne l'ensemble en réalité donc des stimulations provenant du neurone A, du neurone B, du neurone C. Raison pour laquelle on dit que le neurone GABA fait une sommation, d'accord? Maintenant, cette sommation provenant de neurones différentes, on parle de sommation spatiale. Sommation spatiale. Et maintenant, cela dépendra également de ce qui est généré. Si on va faire après on y reviendra par rapport aux exercices. Donc, sommation des PPSE, c'est-à-dire potentiel postsynaptique excitateur, ou bien des PPSI. Maintenant, quand on parle là, c'est sommation spatiale. Donc, on va se rendre compte, donc, c'est, vous allez prendre l'ensemble des stimulations comportées par plusieurs neurones. C'est bon. Venant également, donc, peut-être, donc, d'organismes ou d'organes différents. C'est bon. Maintenant, lorsque vous avez un neurone postsynaptique qui est là, d'accord? Et là, vous avez un neurone présynaptique qui est là. Maintenant, ici, au lieu de faire une simulation, on fait, supposons, trois simulations. Et donc, vous allez avoir trois effets. C'est bon. Et donc, c'est le même neurone présynaptique qui a entraîné, grâce à la suite de la stimulation de trois, on a fait trois stimulations, donc cela va entraîner trois effets. Donc, le fait, en réalité, que ce neurone présynaptique entraîne trois effets, raison pour laquelle on parle de sommation temporelle. Pourquoi? Parce que c'est en fonction du temps que la stimulation se fait, c'est en fonction du temps qu'elle s'est opérée, d'accord? Et elle va additionner les effets apportés par seulement le neurone A. Raison pour laquelle on parle de sommation temporelle. Jenaba, est-ce que j'ai répondu à votre question? Jenaba, c'est bon, vous êtes là? Les autres également, vous avez compris, j'espère bien. OK, je vous en prie. Voilà. Maintenant, on va revenir un peu donc par rapport à ce qu'on nous demande ici. Jeune gens, on nous dit ici, maintenant, là, je vais brasser pour que vous puissiez bien comprendre. On a dit analyser, interpréter cet enregistrement du document 2. Donc là, je vais revenir. Donc là, c'était les explications. Donc là, je reviens. Donc, analyse. Donc, analyse. Voilà. Maintenant, on va se rendre compte, jeunes gens, de la terminale. Déjà, quand on a regardé donc le document 2, d'accord? Et donc, cela a mis en évidence deux neurones. Donc là, vous avez donc la fibre A qui est là. Attendez, avec la fibre A qui est là. C'est bon. Et là, vous avez, jeunes gens, la fibre B qui est là. C'est bon. Entre la fibre A et la fibre B, vous voyez, vous avez donc l'espace qui est là. Et cet espace, on appelle ça, voilà. Donc là, c'est la synapse qui est géante qui est là. Après, on a la possibilité également d'introduire au niveau donc, de cet espace, en d'autres termes, au niveau de ces synapses, du sel de calcium. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que la micropipette donc, contient donc du sel de calcium. C'est bon. On a posé également sur la fibre B un oscilloscope, indéniablement pour pouvoir donc regarder s'il y a excitation, qu'est-ce qui s'ensuit. On a mis en évidence également donc l'oscilloscope A pour voir indéniablement également si on fait la simulation au niveau donc de la fibre A, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on remarque. Après la simulation jeune gens donc de A, en termes de la fibre A, d'accord? Voici ce dont on a obtenu. Un potentiel d'action monophasique. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, c'est juste le récepteur R1 qui est posé. L'autre récepteur, c'est-à-dire l'autre électroréceptrice, on va se rendre compte que c'est une électrode de référence. En d'autres termes, ça ne se pose pas sur la fibre A. Après quelques temps, on va se rendre compte également que la fibre B, vous voyez ça. Après un temps, on va se rendre compte également que la fibre B présente un potentiel d'action monophasique. C'est bon. Et donc, l'analyse, qu'est-ce qu'on dira tout simplement? Que le document 2 met en exergue la réponse des neurones présynaptiques A postsynaptique B. Donc, le document 2 montre la réponse des neurones présynaptiques A, présynaptique A et postsynaptique B. Et postsynaptique B. C'est bon. Et donc, il s'agit de quoi? Quand on regarde bien, il s'agit de potentiel d'action. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt potentiel d'action monophasique pour A, potentiel d'action monophasique également pour B. Donc, il s'agit de potentiel d'action. De potentiel d'action. De potentiel d'action. D'accord? Maintenant, le premier, on l'appellera potentiel d'action présynaptique. Pourquoi? Parce que
c'est au niveau de la fibre qui vient, c'est-à-dire au niveau donc de la fibre ou bien du neurone présynaptique que ça a été donc réalisé, donc ça a été observé. Et l'autre, ce sera donc un potentiel d'action postsynaptique. C'est bon. Maintenant, deux, on nous dit la distance entre OA et OB est de 10 mm, d'accord? Sachant que la vitesse de propagation d'un potentiel sur une fibre est de l'ordre de 11, quel délai devrait séparer les deux potentiels? En PC, jeunes gens, vous avez appris donc à déterminer le délai, c'est-à-dire on vous a donné une vitesse, on vous a donné une distance, et à vous maintenant de déterminer donc le délai. Et dans ce cas-là, PC nous a aidé parce que PC nous a fait savoir que vitesse, Monsieur, d'accord? Oui, allez-y, Job, je vous écoute. le phénomène met en évidence. Vous avez shooté ça. D'accord. Donc ici, on va se rendre compte qu'il y a eu transmission. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de transmission, est-ce que donc la Mhm. fibre A, ça, la réponse qui a été observée, sera-t-elle observée au niveau donc de la fibre B? Non, Non, ouais. Donc il y a eu donc transmission synaptique. Donc on peut tout simplement dire le résultat ainsi obtenu met en évidence la transmission synaptique. C'est bon. oui. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc, voilà. Donc transmission synaptique, je le mets ici. Très bien, merci. Transmission synaptique. Maintenant, pour calculer maintenant donc le temps, il faut juste utiliser la formule vitesse est égale à distance sur temps mis, d'accord? À partir de là, vous tirez le temps. Et donc, dans ce cas, le temps va être quoi? C'est la distance sur la vitesse. C'est bon. Maintenant, on vous a donné 10 mm sur 11 mètres par seconde. Ça fait combien? Faites le calcul. Après, vous allez avoir votre temps. D'accord. Donc là, je l'appelle alpha. Donc après, vous mettez donc les calculs. Maintenant, on nous dit également quel délai devrait séparer les deux potentiels d'action. Maintenant, pour connaître les délais, jeunes gens, il va falloir que vous fassiez en réalité donc la différence, c'est-à-dire donc T de 2. T de 2. C'est bon. On va se rendre compte en réalité, ici, au niveau du pic, on a à peu près 3,5, d'accord? Maintenant, ici également, au niveau du Mhm. pic, on a, si donc on, voilà, donc À peu on près deux. projette sur l'axe des abscisses, on a également 2. C'est bon. On va se rendre compte en réalité, Oui, le délai séparant réellement les deux potentiels d'action, donc ce sera donc 3,5 moins 2. non, c'est bon. Ça reste donc 3 moins 5 moins 2. Oui, Donc là, à peu près, ça fait 1,5. ça va. C'est bon. Oui. Et donc, on va se rendre compte que T2, d'accord, c'est-à-dire le temps mis donc pour l'autre, est supérieur à T1, d'accord. Et donc, on pourrait dire en réalité, donc c'est le temps que met donc l'influx à pouvoir traverser tout simplement donc la synapse. Parce que en réalité, lorsqu'on fait la simulation au niveau de la fibre A, d'accord, et que ça apparaisse au niveau de la fibre B, il y aura un temps alloué au passage de cet influx nerveux, donc par rapport à l'autre fibre, au passage de l'influx à travers donc la synapse. C'est bon. Après, on nous dit pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces synapses. Maintenant, pour les mécanismes de fonctionnement, donc là, il va falloir un peu que l'on revienne sur comment la transmission synaptique elle est faite. D'accord? Et cette transmission synaptique, jeunes gens, là, vous l'avez fait en classe. Donc, on vous parle donc, là, vous avez donc le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Le neurone pré Mhm. et le neurone post, c'est bon. On va se rendre compte déjà. Donc, l'arrivée de l'influx va provoquer quoi selon vous? Arrivée de La l'influx, qu'est-ce que potence. cela va provoquer? Allez-y. Ouverture de quoi? Vous voulez des Ouverture canaux? des canaux, voltage dépendant, CA2+. C'est bon jusque-là. Et maintenant, les CA2+, vont Oui. entrer, c'est ça qui va permettre maintenant la migration des vésicules contenant les neurotransmetteurs au niveau de la fente. Et donc, il y aura accolement. Après la libération maintenant de ces neurotransmetteurs vont se fixer au niveau donc, des récepteurs se trouvant au niveau de la membrane postsynaptique, ce qui va entraîner l'ouverture de canaux spécifiques. Si les neurotransmetteurs libérés, c'est des neurotransmetteurs pouvant induire à un PPSE, donc cela va ouvrir les canaux chimiodépendants NA+. Si maintenant ça induit en PPSI, donc cela a ouvert on dit donc les canaux chimiodépendants K+, ou Cl-. C'est bon jusque-là. Maintenant, ces espérances ne mettent en Oui, évidence que cela. C'est bon? oui, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, donc je vous mettrai
au niveau du lien, donc la suite de la correction. Maintenant, si vous avez également des questions relatives par rapport à ça, le prochain cours, on peut y revenir sans souci. Voilà. Et si vous n'avez pas compris également, donc on peut donc voilà, revenir par rapport à la notion de synapse. Donc voici donc de manière très, 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 très résumée. Voilà, donc le cours portant sur ce qu'on appelle donc les phénomènes électriques. C'est bon? Maintenant, j'aimerais bien vous poser la question de savoir, c'est-à-dire si vous, actuellement, si vous deviez décider donc du prochain chapitre, selon vous, ça porterait sur quoi? Sur la reproduction, sur la glycémie, sur quoi? La reproduction. Oui, c'est La reproduction, si c'est OK. Les autres? pour moi l'activité musculaire cardiaque. Activité cardiaque. L'activité musculaire cardiaque. Activité OK. cardiaque. Les autres? Pour cardiaque, on l'a brassé hein, pour la pression artérielle activité cardiaque. Après, il y a les vidéos qui se trouvent sur YouTube. Après, il faut les reconsulter. D'accord. À part cardiaque, Oui. à part repro, Reproduction. pression artérielle, Saoudou. Donc là, la dernière fois, on l'a fait. Maintenant, il faut revoir les vidéos parce que les vidéos maintenant sont disponibles. D'accord. Donc là, je vois reproduction, reproduction, oui, C'est reproduction. bon, la reproduction. Donc, le prochain chapitre, on peut faire la reproduction. Oui. Oui, c'est Allô, oui, oui. Abdou Aziz Khan, oui. Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est bon. Donc, jeunes gens, après, je vous mettrai les corrections également. Si vous avez, pour le prochain chapitre, on fera donc reproduction, Inch'Allah. Voilà, on va entrer Inch'Allah. dans les Limite. détails. Maintenant, si vous avez des questions également, notifiez-les. Maintenant, si on est là, après, vous allez me les poser. Je vais vous éclaircir, Inch'Allah. C'est bon. Inch'Allah. OK. Allez, jeunes Oui. gens de la terminale, je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Bien à vous, c'était Monsieur Hamsedou. Merci.